Voici mon opinion, celle de DJ, sur la théorie de la Terre creuse, dont les entrées seraient au pôle Nord et Sud. Je ne sais pas si ces récits et exploits sont véridiques ou s'ils sont issus de la science-fiction ou de l'imagination fertile de cerveaux en ébullition, mais il y a vraiment trop de concordances et de détails précis entre eux, pour les rejeter en bloc, sans en avoir fait une analyse objective. Je tenais donc à ce que les personnes intéressées par ces aventures extraordinaires et hors du commun se fassent une opinion sur la possibilité que les gouvernements des grandes puissances nous cachent l'existence de civilisations intraterrestres qui habiteraient et prospéreraient à l'intérieur de notre Terre qui, celle-ci, aurait la forme d'une immense géode, avec au centre une énergie suspendue sous l'apparence d'un petit soleil qui aurait été créé par une technologie inconnue qui dépasse l'entendement de notre intelligence. Ces races intraterrestres ne nous sont pas hostiles et qui vivent sans s'occuper de notre civilisation belliqueuse, qui s'entretue depuis de millénaires, pour ne pas dire que cette hostilité dure depuis notre apparition sur cette terre. Il est possible que cette avance technologique de plusieurs milliers d'années nous terrorise et nous abaisse psychologiquement. Il est donc plus aisé de refouler et d'enterrer systématiquement, au fond de nous-mêmes, la vérité quand elle nous dérange. Quoi qu'il en soit, comme disait Hamlet, dans sa réplique, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, que ne peut en imaginer ta philosophie. Ou, comme disait Toth l'Atlante dans la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La théorie de la Terre creuse éclairerait certains mystères. La théorie de la Terre creuse expliquerait bien des choses. Par exemple, le phénomène de l'aurore boréale, le fait que les icebergs soient constitués d'eau douce, la migration d'animaux vers le nord en hiver, leur instinct leur indiquerait qu'il existerait par là-bas une région plus chaude. L'auteur cite William Reed qui répond à plusieurs questions. 1. Pourquoi la Terre est-elle aplatie au pôle ? Comme la Terre est creuse, elle ne peut pas être ronde. L'ouverture vers l'intérieur est prise sur sa rondeur, et cela proportionnellement à la grandeur de cette ouverture. 2. Pourquoi le Soleil ne se montre-t-il pas durant une très longue période en hiver, près des prétendus pôles ? Parce que, en hiver, le Soleil frappe obliquement la Terre au niveau des pôles. Quand on franchit les bords de l'ouverture polaire, on s'enfonce graduellement dans le creux intérieur de la Terre, de sorte que les rayons solaires sont partiellement coupés et qu'ils ne réapparaissent que lorsque le Soleil frappe directement cette partie de la Terre, c'est-à-dire quand il brille juste au-dessus de l'ouverture. Cela explique pourquoi les nuits sont si longues dans l'extrême nord. 3. De nombreuses chutes de météorites ont été observées dans la région des pôles. Pourquoi ? Si la Terre est une sphère solide, personne ne peut répondre à cette question. Si elle est creuse, la réponse est facile. C'est un volcan en éruption à l'intérieur du globe qui projette des fragments de roches dans l'air. De la même façon, on rencontre constamment de grandes quantités de poussière dans l'océan Arctique. 4. D'où provient cette poussière ? Des éruptions volcaniques. Une analyse a montré qu'elle était constituée de charbon et de fer. 5. Qu'est-ce qui produit l'aurore boréale ? C'est la réflexion d'un feu à l'intérieur de la Terre. 6. Où se forment les icebergs ? Et comment ? À l'intérieur de la Terre, où il fait chaud, les fleuves coulent vers la surface à travers l'ouverture polaire. Quand ils débouchent à l'extérieur, dans le cercle arctique, où la température est très basse, ils gèlent et se transforment en icebergs. Cela dure des mois. Et puis la chaleur de l'été, ajoutée à la chaleur de l'intérieur de la Terre, démantèle ces icebergs que l'océan emporte. Le fait que les icebergs soient formés d'eau douce, et non d'eau salée, prouve cette théorie. 7. Qu'est-ce qui produit les raz de marée dans l'Arctique ? Ce sont les icebergs quand ils se détachent et plongent dans l'océan. Il n'y a guère d'autre explication valable. 8. Qu'est-ce qui produit la neige colorée dans la région arctique ? Il y a deux causes. La neige rouge, verte ou jaune provient d'une matière végétale qui imprègne l'air avec une telle densité que lorsqu'elle tombe avec la neige, elle la colore.
On suppose que cette matière végétale est du pollen. Cela implique qu'il y ait des plantes et des végétaux quelque part, et en grande quantité. Comme on n'a jamais vu de champ de fleurs en plein océan glacial, il faut en déduire qu'ils se trouvent ailleurs à l'intérieur de la Terre. La neige noire, souvent remarquée, est causée par une poussière faite de carbone et de fer qui provient logiquement d'un volcan en éruption. Comme il n'y a aucun volcan en éruption dans le coin, je veux dire à la surface, alors il doit se trouver ailleurs à l'intérieur de la Terre. 9. Pourquoi la glace est-elle pleine de fragments de roches, de gravier et de sable? Ils proviennent, eux aussi, d'un volcan en activité situé près de l'endroit où se forment les icebergs. 10. Les livres de bord des explorateurs arctiques nous parlent de la plongée vers le bas de l'aiguille alors que les navires à voile voguaient dans les régions de l'extrême nord. En réalité, ils étaient à la courbure de la Terre, sur le bord de la coquille, où la gravité est géométriquement augmentée et tandis que le courant électrique se dirige apparemment dans l'espace vers le pôle nord fantôme, et cependant ce courant électrique, idem, poursuit son cours vers le sud le long de la surface intérieure de la croûte de la Terre. La théorie avancée a le mérite de bousculer les idées reçues, ces dogmes enseignés à tous sans réel fondement tout en s'appuyant sur des arguments pertinents. La Terre ne serait pas exactement telle que l'on nous l'a appris, mais n'en avions-nous pas déjà l'intuition? Peut-être que l'existence d'une Terre jusqu'alors inconnue, juste sous nos pieds, fait partie des révélations que nous apportera cette période de grands changements. Rien ne s'oppose à la découverte que des êtres peuplent cet espace, si ce n'est nos propres limitations intérieures. Les deux expéditions en Arctique, du 14 juin 1926 et du 19 février 1947, ont révélé la découverte extraordinaire, qu'il existait des entrées au pôle nord et sud d'une Terre intérieure avec une civilisation intraterrestre, dont les technologies dépassent les nôtres de plusieurs milliers d'années, d'après l'amiral Richard Byrd. Lors de ces expéditions relatées ci-après, Byrd entra tout simplement dans les déclivités polaires, qui pénètrent à l'intérieur creux de la Terre, là où règne un climat tropical et où se développe une vie végétale, animale et humaine. Ces déclivités polaires nous sont inconnues actuellement et les gouvernements nous le cachent, car ils savent que c'est de là que sortent certains ovnis, prouvant que la civilisation atteinte par les gens de l'intérieur dépasse de loin nos capacités technologiques, et que l'on n'a aucun intérêt à les affronter. Notre planète est creuse, l'entrée se trouve au pôle. Voilà la découverte de l'amiral Richard Byrd. L'amiral Richard Byrd qui, lors de cette mission, eut un contact direct avec un alien, en particulier un alien accompagné d'autres aliens, de forme totalement humaine. Le contact direct que l'amiral Byrd eut avec un vieillard ayant la même constitution qu'un humain et se présentant tel quel, le marquant à tel point que sa vie en fut changée. Car lui ne pouvait s'attendre à être choisi pour divulguer ses nouvelles. L'alien lui dit qu'il est un homme bien et c'est pourquoi il s'adresse à lui. Il y a eu dans le passé, 2 marins, le fils Olaf Jansen et son père Jens, qui ont embarqué sur un sloop de pêche. J'avais 19 ans quand nous avons entrepris ce qui s'est avéré être notre dernier voyage en tant que pêcheur et qui a abouti à l'histoire étrange qui devra être révélée au monde. Je me rappelle bien que nous avons quitté Stockholm dans notre sloop de pêche le 3e jour en avril 1829 et avons navigué au sud, laissant l'île de Gotland à gauche et l'île Élan à droite. Je ne peux pas relater toute l'aventure qui nous est arrivée, dans le pays des géants, que nous avons rencontré dans la terre creuse, en remontant un fleuve. Le long des berges, on pouvait voir de grandes forêts s'étirant sur plusieurs milles de longueur sur le littoral. Le bord de la rivière était couvert de belle façon, d'arbres gigantesques de plusieurs centaines de pieds de haut. Il nous semblait être aux abords de quelques forêts primitives qui sans aucun doute, devaient s'étirer loin à l'intérieur. Mais si l'on nous parle des séquoias gigantesques de Californie, on peut dire que ces arbres sont bien minuscules et insignifiants si on les compare avec les arbres Goliath de la forêt du continent intérieur, où abondent des arbres puissants de 800 à 1000 pieds, 243 mètres à 305 mètres, de hauteur et de 100 à 120 pieds, 30 mètres à 37 mètres, de diamètre qui sont de plus innombrables dans des forêts se prolongeant sur des centaines de milles dans l'arrière-pays jouxtant la mer.
Les habitants sont des géants de 3,67 m et un grand prêtre de 4,26 m, une véritable civilisation de géants aimables, très avenants et surtout très enjoués. Après être resté dans la ville de Haiti pendant environ une semaine, le professeur Galdea nous a conduits sur un îlot, où nous avons vu des milliers de tortues, le long du rivage sablonneux. J'hésite à révéler la taille de ces grandes créatures. Elles mesuraient de 25 à 30 pieds de long, de 7,60 m à 9,14 m, de 15 à 20 pieds de large, 4,57 m à 6,09 m, et bien 7 pieds, 2,3 m, dans la hauteur. Quand l'une d'entre elles a étiré son cou pour sortir sa tête, elle avait l'apparence affreuse de quelque monstre marin. Les conditions étranges du monde intérieur sont favorables non seulement aux prairies énormes d'herbes luxuriantes, les forêts d'arbres géants et toutes sortes de vie végétale, mais aussi à la merveilleuse vie animale. Un jour nous avons vu un grand troupeau d'éléphants. Il devait y avoir 500 de ces monstres tonitruants, avec leurs trompes ondulantes et toujours agitées. Ils déchiraient d'énormes branches d'arbres et piétinaient des petites pousses comme le ferait une brosse de noisetier. Il faisait en moyenne plus de 100 pieds, 30,48 m de long et de 75 à 85 pieds, 22,86 m à 25,90 m de haut. Il me semblait, alors que je regardais ce merveilleux troupeau d'éléphants géants, que je me retrouvais de nouveau dans la bibliothèque municipale de Stockholm, où j'avais passé beaucoup de temps à étudier les merveilles de l'ère du Miocène. J'étais rempli d'un silencieux étonnement et mon père restait sans voix sous l'effet de la crainte. Il me saisit le bras en guise de soutien protecteur, comme si sa craintive appréhension allait nous rattraper. Que ce soit à l'intérieur des montagnes, ou le long du bord de mer, nous avons trouvé une vie abondante d'oiseaux. Quand ils étendent leurs grandes ailes, certains des oiseaux ont semblé mesurer 30 pieds de large, 9,14 m. Ils sont d'une grande variété et très colorés. On nous a permis de monter sur le bord d'une roche et d'examiner un nid d'œufs. Il y avait 5 dans le nid, dont chacun était au moins de 2 pieds, 61 cm, dans la longueur et 15 pouces, 38 cm, de diamètre. On était autour du 1er septembre, plus de 5 mois, nous l'avons calculé, après avoir fait nos adieux à Stockholm. Olaf Jansen prétend que l'ouverture du nord, ou la largeur du trou, pour ainsi dire, est d'environ 1400 milles de diamètre. L'histoire d'Olaf Jansen. Mon nom est Olaf Jansen. Je suis un Norvégien, bien que je sois né dans la petite ville russe de Marin-Uleåborg, sur la côte orientale du golfe de Bothnia, le bras du nord de la mer Baltique. Mes parents étaient en croisière de pêche dans le golfe de Bothnia et ont habité cette ville russe d'Uleåborg au moment de ma naissance, le 27 octobre 1811. Mon père, Jens Jansen, est né à Rodvig sur la côte scandinave, près des îles Lofoten, mais après son mariage installa sa maison à Stockholm, parce que ma mère et sa famille y résidaient. Quand j'ai atteint mes 7 ans, j'ai commencé à accompagner mon père lors de ses tournées de pêche le long de la côte scandinave. Très jeune, je fis montre de mon aptitude pour des livres et à l'âge de 9 ans, j'ai été placé à une école privée à Stockholm, où je demeurai jusqu'à l'âge de 14 ans. Ensuite j'ai suivi mon père régulièrement dans toutes ses tournées de pêche. Mon père mesurait bien 6 pieds 3 de haut, voisin de 1,90 m, et pesait plus de 15 stones, voisin de 95 kg, un typique scandinave bon teint ayant une vie des plus rudes et capable de plus d'endurance, à ma plus grande connaissance, qu'aucun autre homme. Il possédait la douceur d'une femme pour les petites choses de la vie et cependant sa détermination et sa volonté étaient indescriptibles. Sa volonté n'admettait aucune défaite. J'avais 19 ans quand nous avons entrepris ce qui s'est avéré être notre dernier voyage en tant que pêcheur et qui a abouti à l'histoire étrange qui devra être révélée au monde, mais pas avant que je sois arrivé à la fin de mon pèlerinage terrestre. Je n'ose pas permettre que les faits que je connais soient publiés de mon vivant par crainte que je subisse davantage d'humiliation, d'emprisonnement et de souffrance.
Tout d'abord, j'ai été mis dans des fers par le capitaine du navire baleinier qui m'a sauvé, pour la seule raison que je lui avais parlé des merveilleuses découvertes faites par mon père et moi-même. Mais j'étais loin d'être arrivé à la fin de mes tortures. Après 4 ans et 8 mois d'absence, j'ai atteint Stockholm, pour constater seulement que ma mère était morte l'année précédente et que la propriété avait été laissée par mes parents à la famille de ma mère, mais elle m'a été immédiatement restituée. Tout aurait pu bien continuer ainsi, si j'avais effacé de ma mémoire l'histoire de notre aventure et de la mort épouvantable de mon père. Finalement, un jour j'ai raconté l'histoire en détail à mon oncle, Gustaf Osterlund, un homme ayant de considérables biens et que je l'ai pressé d'organiser une expédition pour moi afin de réaliser un autre voyage vers la terre étrange. D'abord j'ai pensé qu'il favorisait mon projet. Il semblait intéressé et m'a invité à me présenter devant certains fonctionnaires et à leur expliquer, comme je l'avais fait pour lui, l'histoire de nos voyages et de nos découvertes. Imaginez ma déception et mon horreur quand, sur la conclusion de mon récit, certains papiers ont été signés par mon oncle, et sans avertissement, je me suis trouvé arrêté et bien vite sous l'effet d'un lugubre et épouvantable emprisonnement dans un asile de fous, où je suis resté pendant 28 ans, années de longues et ennuyeuses, et affreuses souffrances. Je n'ai jamais cessé d'affirmer que j'étais sain d'esprit et de protester contre l'injustice de mon emprisonnement. Finalement, le 17 octobre 1862, je fus libéré. Mon oncle était mort et les amis de ma jeunesse étaient maintenant des étrangers. En effet, un homme de plus de 50 ans, dont la seule information que l'on connaisse de lui concerne un fou, n'a aucun ami. Je fus embarrassé pour savoir comment gagner ma vie, mais instinctivement, je me tournai vers le port où les nombreuses barques de pêche étaient ancrées et dans l'espace d'une semaine, je m'embarquai avec un pêcheur par le nom d'Jan Hansen, qui commençait une longue croisière de pêche aux îles Lofoten. À ce moment-là, mes précédentes années où j'avais tant bourlingué, m'ont été d'un très grand avantage, spécialement pour affirmer mon utilité. Ce ne fut pas seulement le commencement d'autres voyages, mais par une frugale économie, je fus en quelques années, capable de posséder mon propre bateau de pêche. Pendant 27 ans, par la suite, j'ai parcouru la mer comme pêcheur, pendant 5 ans travaillant pour d'autres et les 22 années dernières pour moi. Pendant toutes ces années, j'étudiai avec diligence un maximum de livres, aussi bien qu'un dur ouvrier à mon affaire, mais j'ai pris grand soin de ne mentionner à personne l'histoire concernant les découvertes faites par mon père et moi-même. Même à ce dernier jour, j'aurais peur de savoir que quelqu'un n'ait pu voir ou connaître les choses que je suis en train d'écrire, et les notes et cartes que je garde par-devers moi. Quand mes jours sur la Terre seront terminés, je laisserai des cartes et notes qui éclaireront, j'espère, utilement l'humanité. Le souvenir de mon long emprisonnement avec des maniaques, et toute l'angoisse horrible et les souffrances subies sont trop vives pour donner une autre chance à une arrestation. En 1889, j'ai vendu mes barques de pêche et j'ai constaté que j'avais accumulé une fortune tout à fait suffisante pour m'entretenir le reste de ma vie. Je suis alors venu en Amérique. Pendant une douzaine d'années, mon habitation fut dans l'Illinois, près de Batavia, où j'ai réuni la plupart des livres de ma présente bibliothèque, quoique j'y aille apporter beaucoup de volumes de choix de Stockholm. Plus tard, je suis venu à Los Angeles, arrivant ici le 4 mars 1901. Je me rappelle bien la date car c'était le deuxième jour d'inauguration du président McKinley. J'ai acheté cette humble demeure, et ici dans l'intimité de mon propre domicile, abrité par ma propre vigne et mes figuiers et avec mes livres autour de moi, j'ai entrepris de faire des cartes et les dessins des nouveaux pays que nous avions découverts et aussi d'écrire l'histoire en détail du temps où mon père et moi avions quitté Stockholm jusqu'à l'événement tragique qui nous a séparés dans l'océan Antarctique. Je me rappelle bien que nous avons quitté Stockholm dans notre sloop de pêche le 3e jour en avril 1829 et avons navigué au sud, laissant l'île de Gotland à gauche et l'île Éland à droite. Quelques jours plus tard nous avons doublé le point de Sandömer et avons emprunté le détroit qui sépare le Danemark de la côte scandinave. En temps voulu nous avons fait escale dans la ville de Kristiansand, où nous nous sommes reposés 2 jours et ensuite nous sommes repartis le long de la côte scandinave vers l'ouest, en nous dirigeant vers les îles Lofoten.
Mon père était d'esprit très gai, en raison des excellents et satisfaisants bénéfices qu'il avait obtenus de notre dernière pêche qu'il avait commercialisée à Stockholm, au lieu de la vendre dans une des villes de marins le long de la côte scandinave. Il a été particulièrement heureux avec la vente de quelques défenses d'ivoire qu'il avait trouvées sur la côte d'ouest de la terre de France Joseph pendant une de ses croisières du Nord l'année précédente, et il a exprimé l'espoir que cette fois nous pourrions de nouveau être assez chanceux de charger notre petit sloop de pêche d'ivoire, au lieu de morues, harengs, maquereaux et saumons. Nous fîmes escale à Hammerfest, qui est à 71° 40' de latitude nord, pour nous reposer quelques jours. Nous y sommes restés une semaine, et nous fîmes des provisions supplémentaires et avec plusieurs tonneaux d'eau potable, et nous avons ensuite navigué vers le Spitzberg. Pendant les quelques premiers jours, nous avions une mer libre et un vent favorable, et ensuite nous avons rencontré beaucoup de glace et beaucoup d'icebergs. Un navire aussi large que notre petit sloop de pêche ne pouvait pas probablement trouver sa route parmi le labyrinthe d'icebergs où se serraient dans les canaux à peine ouverts. Ces montagnes d'icebergs se présentaient en une succession infinie de palais de cristal, de cathédrales massives et des chaînes de montagnes fantastiques, sinistres et pareilles à des sentinelles, immobiles comme quelques falaises imposantes en roches solidifiées, se dressant silencieux comme un sphinx, et résistant aux vagues agitées d'une mer mouvementée. Après avoir échappé de justesse à de nombreux accidents, nous sommes parvenus au Spitzberg, le 23e jour de juin, et nous avons jeté l'ancre à la baie Wijade pendant un court temps, où nous avons eu la main très heureuse pour notre pêche. Nous avons alors levé l'ancre et avons traversé le détroit Inlopen et navigué le long de la côte de la terre du Nord-Est. Un vent fort nous a abordés venant du sud-ouest, et mon père dit que nous ferions mieux d'en profiter et d'essayer d'atteindre la terre de France Joseph, où, l'année précédente, il avait, par accident, trouvé les défenses d'ivoire qui lui avaient rapporté un si bon prix à Stockholm. Jamais, auparavant ou depuis, je n'avais vu tant d'oiseaux de mer, ils étaient si nombreux qu'ils cachaient les rochers du littoral et qu'ils obscurcissaient le ciel. Pendant plusieurs jours nous avons navigué le long de la côte rocheuse de la terre de France Joseph. Finalement, un vent favorable nous a poussés vers la côte ouest et, après avoir navigué à la voile 24 heures, nous sommes arrivés à un magnifique petit bras de mer. On aurait pu à peine croire que c'était là, la lointaine terre du Nord. L'endroit était vert avec une croissante végétation, et bien que la zone ne représentait pas plus qu'1 ou 2 acres, l'air était cependant chaud et tranquille. Ce point aurait été le lieu où l'influence du Gulf Stream se fait le plus profondément sentir. Sir John Barrow Barth, dans son ouvrage intitulé Découvertes et recherches de voyage dans les régions arctiques, dit à la page 57, la douceur de la température sur la côte occidentale du Spitzberg est devenue atténuée, ou ne présente aucune sensation de froid, bien que le thermomètre puisse être seulement de quelques degrés au-dessus du point de congélation. L'effet brillant et vif d'un jour clair, quand le soleil brille plus avant au travers d'un ciel pur, d'une teinte azurée, est si intense que l'on n'y trouve aucun parallèle même dans le célèbre ciel italien. Sur la côte est, il y avait de nombreux icebergs, bien que l'on soit ici dans une eau libre. Loin vers l'ouest, cependant, on voyait des blocs de glace, et toujours plus au loin, vers l'ouest apparaissaient en forme de chaînes de basses collines de glace. Devant nous et directement au nord, s'étendait une mer libre. Le capitaine Kahn, à la page 299, citant le journal de Morton, le 26 décembre, dit « Aussi loin que je pourrais le voir, les passages ouverts étaient larges au moins de 15 milles, avec parfois des miettes de glace les séparant. Mais c'était partout de la petite glace qui vient soit de l'espace libre au nord, ou soit de la glace qui s'effrite et coule pour disparaître totalement plus avant vers le nord. » Mon père était un ardent adepte d'Odin et Thor et me disait fréquemment qu'il était des dieux qui sont venus de loin au-delà du vent du nord. Mon père expliquait que selon une tradition, qui dit qu'il existait alors plus au loin vers le nord, une terre plus belle que tout ce qu'aurait jamais connu tout mortel et qui est habitée par le peuple élu. Nous trouvons la chose suivante dans Mythologie allemande page 778, sous la plume Jacob Grimm. Alors les fils de Bor construisirent au milieu de l'univers la ville appelée Asgard, où demeurent les dieux et leurs semblables, et de ce lieu, ils mirent au point tant de choses merveilleuses et sur la terre et dans les cieux au-dessus.
Il y a dans cette ville une place appelée Litzgjalf et quand Odin est assis là sur son trône élevé, il veille sur le monde entier et discerne toutes les actions humaines. Ma jeune imagination a été stimulée par l'ardeur, le zèle et la ferveur religieuse de mon bon père et je me suis exclamé. Pourquoi ne pas naviguer vers cette terre gracieuse? Le ciel est juste, le vent favorable et la mer ouverte. Même maintenant, je peux voir l'expression de surprise agréable de sa mine, quand il s'est tourné vers moi et m'a demandé, « Mon fils, désires-tu aller et explorer avec moi l'au-delà où l'homme ne s'est jamais aventuré ?» J'ai répondu affirmativement. « Très bien, répondit-il. Qu'Odin nous protège. » Et, ajustant rapidement les voiles, il a jeté un coup d'œil à notre boussole, a tourné la proue droit dans la direction du nord et à travers une voie libre, notre voyage commença. À l'écrit, à la page 288, le 23 janvier 2 Esquimaux, accompagnés par 2 marins, sont allés au cap Lupton. Ils ont annoncé avoir rencontré une mer d'eau libre qui s'étendait aussi loin que l'œil pouvait scruter. Le soleil était bas sur l'horizon, comme il pouvait l'être encore en ce tout début de l'été. En effet, nous avions presque 4 mois d'avance avant que la nuit polaire arrive de nouveau. Notre petit sloop de pêche a bondi en avant comme s'il désirait ardemment se lancer comme nous-mêmes dans l'aventure. 36 heures après nous étions hors de vue de l'extrême point nord du littoral de terre de France-Joseph. Un courant fort se dirigeant nord-nord-est semblait nous transporter. Loin à droite et à gauche de nous s'étalaient des icebergs, mais notre petit sloop a dû longer d'étroits passages et des couloirs si fins en certains endroits, que si notre embarcation n'avait pas été de forme réduite, nous n'aurions jamais pu nous en sortir. Le 3e jour nous sommes arrivés à une île. Ses rivages étaient baignés par une mer libre. Là mon père décida de faire une pause et de partir en exploration pendant un jour. Cette nouvelle terre était privée de bois de construction, mais nous y avons trouvé une grande accumulation de bois rejeté par la mer, sur le rivage du nord. Certains des troncs des arbres avaient 40 pieds de long, près de 12 mètres, et 2 pieds de diamètre, 60 cm. Grilly nous dit dans volume 1, page 100, que, Privat Connell et Frédéric ont trouvé un grand arbre conifère sur la plage, juste au-dessus de la limite extrême des hautes eaux. Il faisait presque 30 pouces, 76 cm, de circonférence, environ 30 pieds, 9 mètres, de long et avait apparemment été porté à ce point par un courant il y avait 2 ans. Une de ces parties avait été découpée pour en faire du bois de chauffage et pour la première fois dans cette vallée, un feu de camp brillait joyeux en donnant le confort à l'homme. Après avoir exploré pendant un jour le littoral de cette île, nous avons levé l'ancre et avons tourné notre proue vers le nord en direction de la mer libre. Un courant fort survint constamment du nord, mais, à l'altitude de plus de 500 pieds, 152 mètres, j'ai vu seulement les bandes étroites de glace, avec les grands espaces d'eau libre, de 10 à 15 milles dans la largeur, entre eux. Cette glace doit, donc, ou aller vers un espace libre au nord, ou se dissoudre. Je me rappelle que ni mon père, ni moi-même n'avions rien mangé pendant presque 30 heures. Peut-être cela était dû à la tension d'excitation de notre voyage étrange dans les plus lointaines eaux du Nord, où d'après mon père, personne ne s'était aventuré auparavant. Notre pouvoir de suggestion avait calmé nos appétits physiques. À la place d'un froid intense comme nous l'aurions prévu, il faisait vraiment plus chaud et bien plus agréable que dans la région d'Hammerfest sur la côte du nord de la Norvège, il y avait environ 6 semaines de cela. Le capitaine Pieri dans son 2e voyage rapporte une autre circonstance qui peut venir confirmer une conjecture qui a longtemps été soutenue par certains, à savoir qu'il existe une mer libre, sans glace, au ou près du pôle. Le 2 novembre, dit Pieri, le vent s'est rafraîchi issu d'une tempête en provenance du nord-ouest, a baissé le thermomètre avant minuit de 5 degrés, tandis que, un accroissement du vent sur Melville Island était généralement accompagné par une hausse simultanée de la température. Cela ne pourrait-il, demande-t-il, être occasionné par le vent revenant de la haute mer, en suivant la direction d'où il souffle? Et cela ne tend-il pas à confirmer l'idée qu'auprès du pôle existe une haute mer? Nous admîmes tous les deux, franchement avoir très faim et immédiatement, j'ai préparé un repas substantiel grâce à notre garde-manger bien pourvu.
Après que nous nous soyons copieusement restaurés, j'ai dit à mon père que je sentais venir le sommeil et que j'allais m'endormir. Très bien, m'a-t-il répondu, je monterai la garde. Je n'ai aucune façon de déterminer combien de temps j'ai dormi, je sais seulement que j'ai été brutalement éveillé par les secousses épouvantables du sloop. Je fus surpris alors de découvrir que mon père dormait profondément. Je hurlai pour le réveiller et il se mit rapidement debout. En effet, s'il n'avait pas saisi immédiatement le bastingage, il aurait certainement été projeté dans les vagues bouillonnantes. Une tempête de neige féroce faisait rage. Le vent était directement sur l'arrière, poussant notre sloop à une vitesse énorme et menaçant à chaque moment de nous renverser. Il n'y avait pas de temps à perdre, les voiles devaient être affalées immédiatement. Notre bateau se tordait dans des convulsions. Quelques icebergs que nous connaissions, nous côtoyaient de part et d'autre, et heureusement un canal s'ouvrait à nous directement vers le nord. Mais en sera-t-il ainsi longtemps ? Devant nous, ceinturant l'horizon de gauche à droite, s'étalait un vaporeux brouillard ou une brume, parfois noir comme la nuit égyptienne au bord de l'eau et parfois blanc comme un haut nuage de vapeur, que l'on perd finalement de vue alors qu'il se confond avec les grands flocons blancs de neige tombante. Il n'y avait aucun moyen de déterminer s'il couvrait un traître d'iceberg, ou quelque autre obstacle caché contre lequel notre petit sloop se briserait en nous précipitant dans une tombe liquide, ou s'il était simplement la manifestation d'un brouillard arctique. Hall écrit dans son œuvre, du sommet de Providence Berg, on a vu un brouillard sombre au nord, indiquant la présence d'eau. À 10h03 des hommes, Kruger, Nindemann et Hobby, sont allés au cap Lupton vérifier si la présence d'eau libre s'avérait possible. À leur retour ils ont annoncé la découverte de plusieurs espaces libres et beaucoup de glace récente, pas plus vieille d'un jour, et si fine qu'elle était facilement brisée par des projections de glaçons. Par quel miracle avons-nous échappé à une suprême destruction, je ne saurais le dire. Je me souviens notre petite embarcation a grincé et a gémi, comme si ses joints se cassaient. Elle a balancé et chancelé, en avant et en arrière comme si elle avait été saisie par quelque féroce courant sous-marin tourbillonnant ou quelque vortex. Heureusement notre boussole avait été fixée par de longues vis à une traverse. La plupart de nos provisions, cependant, furent éjectées et expulsées du pont des marchandises et si nous n'avions pas pris la précaution dès le début même, de nous attacher fermement au mât du sloop, nous aurions été balayés dans les flots déchaînés. Au-dessus du tumulte assourdissant des vagues qui faisaient rage, j'ai entendu la voix de mon père disant « Sois courageux, mon fils », puis il a hurlé Odin est le dieu des eaux, le compagnon du courageux et il est avec nous n'aie pas peur. À moi il semblait n'exister pour nous aucun moyen d'échapper à une mort horrible. Le petit sloop fendait l'eau, la neige tombait si abondamment qu'elle nous aveuglait littéralement et les vagues talonnaient de leur blanche écume avec une infatigable fureur. Nous ne pouvions dire à quel instant nous allions être précipités contre un quelconque bloc de glace à la dérive. L'énorme houle nous soulevait jusqu'au sommet même de colossales vagues puis, nous précipitait dans les profondeurs de leur creux comme si notre sloop de pêche était une coquille fragile. Des vagues gigantesques d'une blancheur inimaginable, se dressaient comme les murs véritables, d'une clôture, de l'avant à l'arrière. Cette épouvantable épreuve exaspérante, par ses innommables horreurs en forme de suspense et d'indescriptible agonisante peur, dura plus de 3 heures et pendant tout ce temps ce fut la fuite en avant à grande vitesse. Alors soudainement, comme s'il s'était lassé de ses efforts frénétiques, le vent commença à diminuer sa fureur et puis il disparut progressivement finalement ce fut le calme parfait. Le brouillard avait lui aussi disparu et en avant nous s'étendait un couloir sans glace peut-être 10 ou 15 milles de largeur avec quelques icebergs loin à notre droite et un archipel clairsemé de plus petits sur notre gauche. J'observais attentivement mon père, en décidant de rester silencieux, jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Sur le moment, il déliait la corde de sa taille et, sans dire un mot, il a commencé à faire travailler les pompes, qui ne furent pas heureusement endommagées, allégeant le sloop de l'eau qu'il avait accumulée dans la tempête en furie. Il a largué les voiles du sloop aussi calmement qu'il aurait lancé son filet de pêche et ensuite il fit remarquer que étions prêts, pour recevoir le vent favorable dès qu'il se lèverait. Son courage et sa constance étaient vraiment remarquables.
Après inspection, nous avons constaté que le tiers de nos provisions était encore disponible, mais notre inquiétude fut très forte, quand nous avons découvert que nos tonneaux d'eau avaient été précipités par-dessus bord pendant les plongées violentes de notre bateau. 2 de nos tonneaux d'eau étaient dans la cale principale, mais tous les 2 étaient vides. Nous avions une suffisante provision d'alimentation, mais aucune eau douce. Je réalisai alors immédiatement le caractère effroyablement dramatique de la situation. Sur le moment, je fus saisi d'une soif dévorante. C'est en vérité très alarmant, a remarqué mon père. Cependant, faisons sécher nos vêtements débraillés, car nous sommes trempés jusqu'à l'os. Aie confiance au Dieu Odin, mon fils. Ne te désespère pas. Le soleil tapait par des rayons assez inclinés, comme si nous étions à une latitude plus au sud, au lieu d'être dans région très au nord. Il se balançait de ci de là, son orbite n'étant jamais visible et il montait plus en plus haut chaque jour, fréquemment couvert de brume, alors semblant regarder toujours fixement au travers du chapelet de nuages comme un œil inquiet du destin, gardien de la mystérieuse contrée du nord et observant jalousement les frasques humaines. Loin sur notre droite, les rayons ornant les prismes d'iceberg étaient magnifiques. Leurs réflexions émettaient des flashs de grenats, de diamants, de saphirs. Un panorama pyrotechnique de couleurs et de formes innombrables, tandis que ci-dessous, on pouvait voir la coloration verdâtre de la mer et ci-dessus, le ciel teinté de pourpre. Agartha, voyage à l'intérieur de la terre creuse, 3e partie. Au-delà du vent du nord, j'ai essayé d'oublier ma soif en m'évertuant à transbahuter de la cale quelques provisions et un récipient vide. En me penchant par-dessus la rampe latérale, j'ai rempli le récipient d'eau dans le but de me laver les mains et le visage. À ma stupéfaction, lorsque mes lèvres sont entrées en contact avec l'eau, elle n'était pas salée. La découverte me fit sursauter. Père ? Ai-je haleté, le souffle proprement coupé, l'eau, elle est douce. Que dis-tu là, Olaf ? A hurlé mon père, jetant un coup d'œil hâtivement autour. Tu te trompes sûrement, il n'y a aucune terre dans les environs, tu débloques voyons. Mais goûte-moi cela. Ai-je crié ? Et ainsi nous avons fait la découverte que l'eau était en effet douce, tout à fait douce, sans le moindre goût salé, ni même un soupçon de saveur salée. Nous avons immédiatement rempli nos 2 derniers tonneaux d'eau et mon père a déclaré que c'était une faveur céleste venant des dieux Odin et Thor. Nous débordions de joie, mais la faim nous a vite ramenés à la réalité. Maintenant que nous avions trouvé de l'eau douce dans la haute mer, à quoi devrions-nous nous attendre encore, à cette latitude étrange où aucun bateau n'a jamais auparavant navigué et où l'on n'avait jamais entendu le plouf d'un aviron ? Nous avions à présent une meilleure opportunité pour étudier cela, tel que nous le désirions. Ce phénomène se passe quand une couche superficielle d'eau douce surnage sur l'eau de mer salée et cette eau douce glisse avec le bateau sur la mer plus lourde du dessous comme si cette mer constituait une couche fixe. La différence entre ces 2 couches liquides était dans ce cas si grande que tandis que nous avions de l'eau potable à la surface, l'eau que nous sommes arrivés à extraire du fond de la salle des machines était si salée qu'elle ne pouvait être employée pour la chaudière. Nous avions à peine apaisé notre faim, quand une brise a commencé à gonfler nos voiles inertes. Jetant un coup d'œil à la boussole, nous avons constaté que l'extrémité nord de l'aiguille pointait durement contre le verre en s'y appuyant. En réponse à ma surprise, mon père me dit, j'ai entendu parler de cela auparavant, c'est ce qu'on appelle l'élévation de la pointe nord de l'aiguille. Nous avons desserré le socle de la boussole et l'avons tourné d'un angle droit par rapport à la surface de la mer avant que la pointe de son aiguille ne se libère du verre et que la gravitation agisse librement. Elle a bougé avec difficulté et a semblé aussi instable qu'un homme ivre, mais finalement s'est engagée dans une direction. Avant cela nous avons pensé que le vent nous portait vers le nord-nord-ouest, mais, avec l'aiguille libre, nous avons découvert, il pourrait se faire que nous naviguions légèrement par nord-nord-est. Nous n'avions jamais suivi la direction, plein nord. Nansen écrit sur l'inclinaison de l'aiguille. En parlant de Johnson, son aide, un jour, c'était le 24 novembre, il vint au dîner, un peu après 6 heures, tout à fait désemparé et a dit, il y a eu une inclinaison singulière de l'aiguille de 24 degrés.
et son extrémité du nord a remarquablement pointé vers l'est. Nous trouvons de nouveau dans le premier voyage de Peary la chose suivante. Ils avaient observé qu'à partir du moment où ils étaient entrés dans le détroit de Lancaster, le mouvement de l'aiguille de la boussole était très lent et puis sa déviation a augmenté alors qu'ils progressaient vers l'ouest et qu'ils ont ainsi continué à le faire en descendant ce bras de mer. Ayant atteint la latitude de 73 degrés, ils ont été témoins pour la première fois du phénomène curieux de ce pouvoir rendant les mouvements de l'aiguille si faibles qu'ils sont complètement dépassés par l'attraction magnétique du bateau, si bien que l'on puisse maintenant dire que l'aiguille s'orientait vers le pôle magnétique nord du bateau. La mer était sereinement calme, avec à peine une maigre vague et le vent vif et grisant. Les rayons du soleil, en nous frappant de travers, nous fournissaient une douce chaleur. Et ainsi le temps s'écoula, jour après jour, et nous avons inscrit dans notre livre de bord, que nous avions navigué 11 jours depuis la tempête subie dans la haute mer. Bien qu'utilisées avec une stricte économie, nos provisions tenaient bon, mais cependant commençaient à s'épuiser. Entre-temps, un de nos tonneaux d'eau s'était épuisé et mon père dit, nous le remplirons de nouveau. Mais, nous avons constaté avec inquiétude que l'eau était maintenant aussi salée que dans la région des îles Lofoten de la côte de la Norvège. Cela a nécessité, de notre part, d'avoir une extrême vigilance, pour le tonneau restant. J'avais souvent une profonde envie de dormir, était-ce l'effet de l'expérience passionnante de navigation à voile dans des eaux inconnues, ou est-ce les conséquences de l'excitation terrible due à notre aventure dans la tempête essuyée, ou encore était-ce dû à mon désir de nourriture? Je ne pouvais le dire. Je m'étendais fréquemment sur la soute de notre petit sloop et j'observais très haut dans le ciel son dôme bleu, et, malgré le soleil qui brillait loin à l'est, je voyais toujours une seule étoile au-dessus de moi. Pendant plusieurs jours, quand j'ai scruté cette étoile, elle était toujours là directement au-dessus de nous. Autant qu'on s'en souvienne, c'était le 1er août. Le soleil, haut dans le ciel, était si brillant que je ne pouvais plus voir l'étoile solitaire qui avait attiré mon attention quelques jours plus tôt. Un de ces jours, mon père m'a fait sursauter en attirant mon attention sur un nouveau spectacle qui se présentait loin devant nous, presque à l'horizon. C'est un soleil factice, a hurlé mon père. J'ai déjà lu cela quelque part, ce phénomène est considéré comme un reflet ou un mirage. Il s'évanouira bientôt. Mais ce faux soleil rouge pâle, comme nous l'avions imaginé, ne s'est pas évanoui durant plusieurs heures, et alors que nous ignorions comment il pouvait émettre ces rayons de lumière, il y avait toujours un moment où en balayant l'horizon, nous pouvions apercevoir la brillance de ce prétendu faux soleil pendant une période d'au moins 12 heures sur 24. Des nuages et des brumes de temps en temps, pouvaient presque cacher son emplacement mais jamais entièrement. Progressivement, il a semblé s'élever plus haut, au-dessus de l'horizon du ciel d'un mauve pâle alors que nous avancions. On pourrait à peine dire qu'il s'apparentait à notre Soleil, si ce n'était sa forme circulaire et quand, non obscurci par des nuages ou les brumes océaniques, il prenait la coloration d'un rouge brumeux, une apparence allée qui passait à une lumière blanche comme un nuage lumineux, reflétant une lueur venant d'ailleurs. Nous nous sommes finalement mis d'accord, en discutant, que, quelle que soit la raison du phénomène, ce soleil brumeux et chatoyant, n'était pas une réflexion de notre soleil, mais bien une planète, en quelque sorte une réalité. Nansen dit, dans son livre, aujourd'hui une autre chose remarquable est arrivée, qui était qu'environ midi nous avons vu le soleil, ou pour être plus correct, une image du soleil, car il ne pouvait qu'être qu'un mirage. Une impression particulière a été produite par la vue de ce feu rayonnant qui brillait juste au-dessus du bord le plus éloigné de la glace. Selon les descriptions enthousiastes données par beaucoup de voyageurs arctiques de la première apparition de ce dieu de vie après la longue nuit d'hiver, cela laisse une impression de radieuse excitation, mais il n'en fut pas ainsi pour moi. Nous ne nous attendions pas à le voir pendant des jours, si bien que mon sentiment fut plutôt teinté d'amertume et de déception, car nous avons pensé avoir dérivé beaucoup plus vers le sud. Donc ce fut avec plaisir que j'ai bientôt découvert que cela ne pouvait pas être le soleil lui-même. Le mirage était d'abord un rayon aplati rougeoyant de feu sur l'horizon, puis plus tard il y eut deux bandes, l'une au-dessus de l'autre, séparées par un espace sombre.
Et du sommet principal je pouvais voir 4, ou même 5, lignes si horizontales directement l'une sur l'autre, toutes d'égale longueur, comme si on avait affaire à un soleil carré, d'un rouge pâle, avec des rayons sombres horizontaux en travers. Un jour, aussitôt après cela, je me suis senti extrêmement somnolent et suis tombé dans un sommeil réparateur. Mais il m'a semblé que je fus presque immédiatement réveillé par la secousse vigoureuse de mon épaule par mon père qui criait: Olaf, réveille-toi, il y a une terre en vue. J'ai sauté sur mes pieds, et oh, joie ineffable, là-bas, bien au loin, et cependant dans la direction que nous suivions, des terres émergeaient hardiment de la mer. La trace du littoral s'étendait très au loin à notre droite, aussi loin que l'œil pouvait voir, et tout au long de la plage de sable, des vagues s'éclataient, en une écume agitée qui se reculait, ou s'avançait ensuite de nouveau, en murmurant, venant des profondeurs, des sonorités répétitives et tonitruantes. Les berges étaient couvertes d'arbres et de végétation. Je ne peux pas exprimer le sentiment de grande allégresse qui m'accompagna lors de cette découverte. Mon père restait debout, immobile, la main sur la barre, regardant tout droit devant, ouvrant les effusions de son cœur, à la prière reconnaissante et à l'action de grâce envers les dieux Odin et Thor. Pendant ce temps, un filet de pêche récupéré au stock de l'arrimage avait été lancé et nous avons attrapé quelques poissons qui vinrent s'ajouter à nos provisions qui déclinaient. La boussole, que nous avions refixée à sa place, craignant une autre tempête, indiquait alors franchement la direction du nord et se déplaçait sur son pivot, comme si nous étions à Stockholm. L'élévation de l'aiguille avait cessé. Que pouvait bien signifier cela? Alors, aussi, nos nombreux jours de navigation à la voile nous avaient certainement fait dépasser de loin le pôle Nord. Et cependant l'aiguille continuait à se diriger au nord. Notre perplexité s'est douloureusement accrue, car assurément nous devrions être maintenant dans la direction du sud. Peary dans son premier voyage, dit, en atteignant l'île de Sir Biam Martin, la plus proche île de Melville Island, la latitude du lieu d'observation était 75°09' 23 secondes et la longitude 103°44' 37 secondes, le plongeon de l'aiguille magnétique de 88°25' 58 secondes ouest, dans la longitude de 91°48', où les dernières observations sur le rivage avaient été faites, à 165°50' 09 secondes est, à leur station présente, si bien que nous avons, en naviguant dans l'espace inclus entre ces deux méridiens, traversé immédiatement le pôle magnétique et nous avons sans aucun doute traversé un de ces endroits sur le globe où l'aiguille vire de 180 degrés, ou autrement dit, où le pôle s'inverse vers le sud. Nous avons navigué pendant 3 jours le long du littoral, et ensuite nous sommes arrivés à l'entrée d'un fjord ou d'une rivière de taille immense. Cela ressemblait plutôt à une grande baie et là nous avons manœuvré notre embarcation, en suivant légèrement la direction nord-est-sud. Aidés par un vent tourmenté soufflant pendant 12 heures sur 24, nous avons continué à avancer intérieurement dans cette voie, qui s'est après avérée être une rivière puissante et que, nous l'avons appris ultérieurement, les habitants appellent Île de Quel. Nous avons continué notre voyage pendant 10 jours ensuite et avons constaté que nous avions heureusement pénétré à l'intérieur jusqu'au lieu où les marées océaniques n'ont plus d'effet sur l'eau, qui était devenue douce. La découverte n'est pas venue aussitôt, et s'est produite quand notre dernier tonneau d'eau s'est presque épuisé. Nous n'avons pas perdu de temps pour remplir nos tonneaux et nous avons continué à remonter la rivière plus avant quand le vent s'avérait favorable. Le long des berges, on pourrait voir de grandes forêts s'étirant sur plusieurs milles de longueur sur le littoral. Les arbres avaient d'énormes tailles. Nous avons accosté et après avoir jeté l'ancre près d'une plage de sable, nous avons regagné la rive à pied et avons trouvé une quantité de noix, très agréable au palais et pouvant satisfaire notre faim et apportant un changement bienvenu dans la monotonie de notre alimentation. On était autour du 1er septembre, plus de 5 mois, après avoir fait nos adieux à Stockholm, c'est ce que nous avons calculé. Subitement nous eûmes, une peur bleue, en entendant dans le lointain le chant de certaines personnes. Tout de suite après nous avons aperçu un énorme bateau qui descendait la rivière, droit dans notre direction.
Ceux qui chantaient à bord formaient un chœur puissant dont l'écho se répercutait d'une berge à l'autre de la rivière comme 1000 voix, remplissant l'univers entier d'une vibrante mélodie. La musique d'accompagnement était exécutée sur des instruments à cordes qui ressemblaient assez à nos harpes. Nous n'avions jamais vu un si grand bateau et si différent en matière de construction. Dans Mythologie asiatique, page 240, le paradis trouvé dans un livre appelé Histoire en provenance du passé, on nous a parlé d'une demeure que les dieux ont créée pour les premiers hommes. Une demeure dans laquelle ils grandissent et deviennent plus nombreux et l'emplacement de cette demeure est décrit dans des mots correspondant exactement à ceux de la littérature des Iraniens, des Indiens, des Chinois et Aztèques, à savoir, dans le centre de la Terre. À ce moment précis, notre sloop se trouvait au calme et pas loin du rivage. Le bord de la rivière était couvert d'arbres gigantesques de plusieurs centaines de pieds de haut. Il nous semblait être aux abords de quelque forêt primitive qui sans aucun doute, devait s'étirer loin à l'intérieur. L'immense embarcation fit une pause et presque immédiatement après une barge fut déposée sur l'eau et 6 hommes de stature gigantesque se sont rapprochés de notre petit sloop. Ils nous ont parlé dans une langue étrange. Nous avons deviné, cependant, à leur manière d'agir qu'ils n'étaient pas inamicaux. Ils ont parlé entre eux un bon bout de temps et l'un d'entre eux fut pris d'un fou rire énorme comme si notre vue était devenue pour eux une étrange découverte. L'un d'entre eux a examiné scrupuleusement notre boussole qui a semblé les intéresser tous bien plus qu'aucune autre partie de notre sloop. Finalement, le chef fit un signe comme s'il voulait nous demander si nous désirions abandonner notre sloop pour nous rendre à bord de leur bateau. « Qu'est-ce qu'il te dit, mon fils ?» a demandé mon père. Ils ne peuvent pas faire mieux désormais que de nous tuer. Ils semblent avoir de bonnes intentions, ai-je répondu, mais quels géants épouvantables. Ces 6 géants doivent être l'élite du régiment de première classe du royaume, regarde juste leur grande taille. Nous pouvons aussi bien y aller volontairement, plutôt que pris par la force, a dit mon père, souriant, car ils sont certainement capables de nous capturer. Sur ce, il a indiqué par des signes que nous étions prêts à les accompagner. En quelques minutes, nous étions à bord du bateau et la demi-heure plus tard notre petit sloop avait été soulevé physiquement de l'eau par une sorte étrange appareillage avec crochets et treuillés à bord comme une curiosité. Il y avait plusieurs centaines de gens à bord de ce qui, pour nous, était ce gigantesque bateau, qui, nous l'avons découvert, s'appelait le Naz, mot signifiant, comme nous l'avons appris après, le plaisir, ou pour donner une interprétation plus appropriée, le bateau de l'excursion du plaisir. Si mon père et moi avons été curieusement observés par les occupants du bateau, cette race étrange de géants nous a aussi offert une égale source d'étonnement. Il n'y avait pas un seul homme à bord qui n'aurait pas mesuré pleinement 12 pieds, 3,67 m, de hauteur. Ils portaient tous de pleines barbes, pas particulièrement longues, mais apparemment coupées très court. Ils avaient des visages doux et beaux, extrêmement honnêtes, avec un teint rougeâtre. Les cheveux et la barbe de certains étaient noirs, et d'autres d'un blond roux et encore d'autres étaient jaunes. Le capitaine, ainsi que nous avons désigné, le dignitaire qui commandait le grand navire, dépassait aisément d'une tête n'importe quel de ses compagnons. Les femmes mesuraient en moyenne, de 10 à 11 pieds de hauteur. Leurs traits étaient particulièrement réguliers et raffinés, tandis que leur aspect présentait un teint des plus délicats, rehaussé par la marque d'une santé resplendissante. Selon toutes les sources acquises, qui se focalisent sur l'ère de l'apparition de l'homme ici-bas, celle-ci proviendrait du continent perdu du Miocène, qui entourait alors le pôle arctique. Que dans ce véritable Éden original, certaines des premières générations d'hommes sont parvenues à une stature et à une longévité inégalées dans aucun pays connu de l'histoire post-diluvienne, ce qui ne peut en aucun cas scientifiquement être nié. Écrit par W.M.F. Warren, dans le livre Paradis trouvé, page 284. Les hommes et des femmes, ensemble, semblaient posséder cette aisance particulière dans leur manière que nous considérons comme un signe de bonne éducation et, malgré leur stature géante, il n'y avait rien chez eux qui pouvait suggérer la gaucherie. Alors que j'étais garçon dans ma 19e année, j'ai été, sans aucun doute considéré comme un vrai homme-pouce.
Les 6,3 pieds, 1,92 mètres, de mon père ne plaçaient pas sa tête au-dessus de la ceinture de ses gens. Chacun d'eux semblait rivaliser avec son confrère de courtoisie et de gentillesse à notre égard, mais tous riaient chaleureusement, je m'en souviens, quand ils ont dû improviser des chaises pour mon père et moi-même pour nous asseoir à table. Ils étaient richement vêtus chacun, d'un propre costume particulier, et très séduisant. Les hommes étaient habillés dans des tuniques élégamment brodées de soie et de satin et ceintes à la taille. Ils portaient une culotte qui finissait aux genoux et des bas d'une texture raffinée, tandis que leurs pieds étaient chaussés de sandales ornées de boucles d'or. Nous avons rapidement découvert que l'or leur était connu comme l'un des métaux les plus communs et qu'il était employé largement dans la décoration. Aussi étrange que cela puisse être, ni mon père ni moi-même n'avons eu la moindre inquiétude pour notre sécurité. Nous sommes arrivés aux confins de notre propre connaissance, m'a dit mon père. C'est la finalité à laquelle nous convie la tradition que m'a inculquée mon père et le père de mon père et toujours en arrière en remontant de nombreuses générations de notre peuple. C'est, assurément, la terre au-delà du vent du Nord. Nous avons fait une si bonne impression sur la communauté, que l'on nous a confié à la charge d'un des hommes, Jules Galdéa et à sa femme, pour qu'ils puissent nous apprendre leur langue, et nous, de notre part, étions aussi avides de recevoir leur instruction. Sur l'ordre du capitaine, le navire s'est mis finalement en route et a commencé à remonter le cours de la rivière. La machinerie, bien que silencieuse, était très puissante. Les berges et des arbres de chaque côté défilaient précipitamment. La vitesse du bateau, parfois, surpassait celle de n'importe quel train de chemin de fer sur lequel j'aurais pu monter, même ici en Amérique. C'était merveilleux. Pendant ce temps nous avons perdu de vue les rayons du soleil, mais nous avons trouvé une émanation intérieure provenant du soleil morne rouge qui avait déjà attiré notre attention, rayonnait maintenant une lumière blanche apparemment issue d'un amas de nuages loin devant nous. Il diffusait une lumière plus intense, je dois l'avouer, que deux pleines lunes dans la nuit la plus claire. Dans 12 heures ce nuage de blancheur allait disparaître de la vue, comme s'il s'était éclipsé et les 12 heures suivantes allaient correspondre à notre nuit. Nous avons appris assez tôt que ces gens étranges étaient les adorateurs de ce grand nuage de nuit. Il était le dieu qui fume du monde intérieur. Le bateau était équipé d'un mode d'éclairage qui je le présume maintenant était l'électricité, mais ni mon père, ni moi-même n'étaient suffisamment calés dans la mécanique pour comprendre d'où venait la puissance servant à faire fonctionner le bateau, ou à alimenter les magnifiques feux doux qui répondaient aux mêmes objectifs correspondant à nos méthodes actuelles d'éclairage des rues de nos villes, nos maisons et établissements d'affaires. Je dois rappeler que l'époque où j'écrivais correspondait à l'automne de 1829 et que sur la surface extérieure de la Terre nous ne connaissions rien alors, pour ainsi dire, sur l'électricité. L'air surchargé d'électricité était un constant revitaliseur. Je ne me suis jamais senti mieux dans ma vie que pendant les 2 ans où mon père et moi avons séjourné à l'intérieur de la Terre. Résumons la suite des événements. Le bateau sur lequel nous naviguions est arrivé à un port, 2 jours après que nous ayons été pris à son bord. Mon père dit avec une approximation aussi précise qu'il pouvait l'évaluer, que nous étions directement sous Stockholm ou Londres. La ville que nous avions atteinte était appelée Géu, signifiant une ville formant un port de mer. Les maisons étaient grandes et magnifiquement construites et avaient en apparence une parfaite uniformité. L'occupation principale des gens a semblé être l'agriculture, les versants des collines étaient couverts de vignobles, tandis que les vallées étaient consacrées à la croissance de grains. Je n'ai jamais vu un tel étalage d'or, il y en avait partout. Les revêtements des portes en étaient incrustés et les tables plaquées de protection d'or. Les dômes des bâtiments publics étaient d'or. Il était employé très généreusement dans la finition des grands temples de musique. La végétation poussait avec une prodigieuse exubérance et des fruits de toutes les sortes avaient une saveur des plus délicates. Les grappes de raisins de 4 et 5 pieds de longueur, chaque raisin aussi gros qu'une orange et des pommes plus grandes que la tête d'un homme caractérisaient la merveilleuse croissance de toutes les choses à l'intérieur de la terre. Les grands arbres d'acajou de la Californie seraient considérés comme de simples sous-bois comparés aux arbres géants des forêts s'étendant sur des milles et des milles dans toutes les directions.
tout au long des contreforts des montagnes, en divers lieux, nous avons vu des troupeaux énormes de bétail pendant le dernier jour de notre voyage sur la rivière. Nous avons beaucoup entendu parler d'une ville appelée Éden, mais on nous a gardés à Jéhu pendant une année entière. Vers la fin de ce temps-là, nous avions appris à parler assez bien la langue de cet étrange peuple. Nos instructeurs, Jules Galdéa et sa femme, firent preuve d'une patience qui fut vraiment louable. Un jour, un représentant du dirigeant de l'Éden est venu pour nous voir et pendant 2 jours entiers, mon père et moi-même, on subit l'épreuve d'une série de questions étonnantes. Ils ont voulu savoir d'où nous venions, quelle sorte de gens y demeuraient, quel Dieu nous adorions, nos croyances religieuses, le mode de vie de notre terre étrange et 1000 autres choses. La boussole que nous avions apportée avec nous, avait reçu de leur part une particulière attention. Mon père et moi avons fait des remarques entre nous sur le fait que la boussole montrait toujours le nord, bien que nous sachions maintenant que nous avions navigué sur la courbure ou le bord de l'ouverture de la Terre et que nous étions loin vers sud sur la surface intérieure de la croûte terrestre, qui selon l'estimation de mon père et la mienne, devait être environ de 300 000 d'épaisseur, voisin de 556 km en 1000 marins, de l'intérieur à la surface extérieure. Comparativement, je me réfère au pouvoir connu centrifuge ou centripète qui agit dans toutes les directions. La base de ce nuage électrique ou de cet astre central, le siège des dieux, est sombre et non transparente, excepté pour de petites ouvertures innombrables, apparemment au fond du grand support ou l'autel de la déité, sur laquelle repose le dieu fumeux et les feux brillants par la plupart de ces ouvertures scintillent la nuit dans toute leur splendeur et semblent être des étoiles, aussi naturelles comme les étoiles que nous avons vues briller dans notre maison à Stockholm, sauf qu'elles apparaissent plus grandes. Le Dieu qui fume donc, avec chaque révolution quotidienne de la Terre, semble aborder à l'est et descendre à l'ouest comme fait aussi notre Soleil sur la surface externe. En réalité, les gens du dedans croient que le Dieu qui fume est le trône de leur Jéhovah et qu'il est stationnaire. L'effet de nuit et le jour est, donc, produit par la rotation quotidienne de la Terre. J'ai depuis découvert que la langue des gens du monde intérieur s'apparente beaucoup au sanskrit. Après avoir donné un compte-rendu aux émissaires du gouvernement central du continent intérieur, et que mon père ait, à leur demande, dessiné grossièrement des cartes de la surface extérieure de la Terre, montrant les séparations de terre et l'eau et donnant le nom de chacun des continents, des grandes îles et des océans, nous avons été véhiculés jusqu'à la ville d'Éden, à l'aide d'un transport différent de tout ce que nous avons en Europe ou en Amérique. Ce véhicule était indubitablement de quelque adaptation électrique. Il était silencieux et glissait sur un seul rail de fer dans un équilibre parfait. Le voyage s'est fait à une très haute vitesse. Nous avons été transportés au haut des collines et en bas des vallons, à travers des vallées et de nouveau le long des flancs de montagnes escarpées, sans qu'apparaisse la moindre tentative faite pour niveler la terre comme nous le faisons pour les rails de chemin de fer. Les sièges de la voiture étaient énormes et cependant de facture confortable et très haut placés au-dessus du plancher de la voiture. Sur le sommet de chaque voiture a été adapté en haut des appareillages formés de roues de pilotage, couchées sur leurs côtés, et qui sont automatiquement ajustés en fonction de la vitesse de la voiture, et plus la vitesse du véhicule est grande, plus celle des roues est accrue. Jules Galdéa nous expliqua que ces roues tournantes pareilles à des roues de ventilateur au sommet des voitures, annulaient la pression atmosphérique, ou ce qui est généralement compris comme étant la gravitation et grâce à la suppression de cette force ou son annulation, la voiture ne peut plus basculer d'un côté à l'autre du rail unique comme s'il était dans un vide, les roues de pilotage dans leur révolution rapide supprimaient efficacement le prétendu pouvoir de gravitation, ou la force de pression atmosphérique ou quelle que soit l'influente puissance, que cela puisse être, qui est à l'origine du fait que toutes les choses non soutenues tendent à tomber de haut en bas sur la surface de la Terre ou sur le plus proche point de résistance. La surprise de mon père et de moi-même fut indescriptible quand, en traversant la majestueuse magnificence d'un hall spacieux, nous avons été finalement conduits devant le très grand prêtre, régnant sur toute la région. Il était richement vêtu et beaucoup plus grand que ceux qui se trouvaient autour de lui, et il ne devait pas avoir moins de 14 pieds, 4,26 mètres, ou 15 pieds de haut, 4,57 mètres.
La pièce immense, dans laquelle nous avons été reçus, semblait être constituée finement de solides blocs d'or abondamment incrustés de bijoux d'une étonnante brillance. La ville d'Éden se situait dans ce qui semblait être une belle vallée, mais, en fait, elle dominait le plateau de la montagne, le plus élevé du continent intérieur, de plusieurs milliers de pieds plus haut que n'importe quelle partie de la campagne environnante. C'est la place la plus belle que j'ai jamais contemplée dans tous mes voyages. Dans ce jardin surélevé, il y avait toutes sortes de fruits, des vignes, des arbustes, des arbres et des fleurs grandissaient dans une abondance généreuse. Dans ce jardin, 4 fleuves prennent leur source dans une fontaine artésienne puissante. Ils se divisent et coulent dans 4 directions. Cette place est appelée par des habitants le nombril de la terre, ou le commencement, le berceau de la race humaine. Les noms des rivières sont l'Euphrate, le Pison, le Géon et le Hiddekel. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden et fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Le livre de la Genèse 2, 8, 9. L'insoupçonnable nous attendait dans ce palais de beauté, lorsque nous avons retrouvé notre petit bateau de pêche. Il avait été apporté devant le grand prêtre, parfaitement conservé dans sa forme, tout à fait comme on l'avait sorti de l'eau, ce jour où il a été chargé à bord du bateau par les gens qui nous avaient découverts sur la rivière plus d'une année auparavant. On nous a accordé une audience de plus de 2 heures avec ce grand dignitaire, ayant de bonnes dispositions et une aimable prévenance. Il s'est montré très enthousiaste, en nous posant de nombreuses questions qui continuellement revenaient sur les éléments qui avaient échappé à la sagacité de ses émissaires. À la fin de l'entrevue, il nous a suscité notre satisfaction, en nous demandant si nous aurions voulu rester dans son pays ou si nous aurions préféré retourner au monde extérieur, suggérant que le voyage de retour, couronné de succès, était possible à travers les barrières formées par les ceintures de glace qui encerclent les ouvertures du nord et du sud de la Terre. Mon père a répondu, il nous serait agréable, mon fils et moi, de visiter votre pays et de voir votre peuple, vos universités et vos palais de musique et d'art, vos grands domaines, vos merveilleuses forêts de bois de construction. Puis après que nous ayons eu ce privilège appréciable, nous aimerions retourner à notre maison sur la surface extérieure de la terre. Ce fils est mon seul enfant et ma bonne épouse devrait être lasse d'attendre notre retour. Je crains que vous ne puissiez jamais retourner, a répondu le grand prêtre en chef, parce que la voie est la plus dangereuse. Cependant, vous visiterez les pays différents avec Jules Galdéa comme escorte et il vous sera accordé chaque fois courtoisie et bonté. Dès que vous serez prêt à entreprendre un voyage de retour, je vous assure que votre bateau qui est exposé ici, sera mis à l'eau à l'embouchure de la rivière Hiddekel, et nous vous souhaiterons bon voyage sous la protection de Jéhovah. Ainsi terminait notre seule entrevue avec le grand prêtre ou le haut dignitaire du continent. Fin de la 3e partie. Agartha, voyage à l'intérieur de la terre creuse, partie 4. Dans le monde intérieur. Nous avons appris que les hommes ne se mariaient pas avant qu'ils atteignent la période d'âge allant de 75 à 100 ans et que l'âge auquel les femmes convolaient était légèrement inférieur et que des hommes et des femmes vivent fréquemment de 6 à 800 ans et dans quelques cas beaucoup plus. Joséphus a dit. Dieu a prolongé la vie des patriarches qui ont précédé le déluge à la fois à cause de leurs vertus et aussi pour leur donner l'occasion de perfectionner les sciences de géométrie et l'astronomie, qu'ils avaient découvertes et qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils n'avaient pas vécu 600 ans, car c'est seulement après cette période de 600 ans que la grande année s'accomplit. Pendant l'année suivante, nous avons visité beaucoup de villages et villes, les principales villes étant Niji, Delphi, Ekti et mon père fut sollicité pas moins d'une demi-douzaine fois afin de revoir les cartes qu'il avait ébauchées à partir des croquis où figurait le partage des terres et des eaux sur la surface extérieure de la Terre. Je me souviens avoir entendu mon père faire la remarque que le peuple de géants de la terre du Dieu qui fume avait presque une idée aussi précise de la géographie de la surface extérieure de la Terre que celle qu'aurait eue un professeur moyen d'université de Stockholm. Dans nos voyages, nous sommes parvenus à une forêt d'arbres gigantesques, près de la ville de Delphi. Si la Bible avait dit qu'il y avait des arbres imposant plus de 300 pieds,
91 mètres, de hauteur et plus de 30 pieds, 9,1 mètres, de diamètre, grandissant dans le jardin d'Éden, les écrivains Ingersoll, Tom Paine et Voltaire auraient sans aucun doute qualifié cela de mythe. Mais si l'on nous parle des séquoias gigantea de Californie, on peut dire que ces arbres géants sont bien minuscules et insignifiants si on les compare avec les arbres Goliath de la forêt du continent intérieur, où abondent des arbres puissants de 800 à 1000 pieds, 243 mètres à 305 mètres, de hauteur et de 100 à 120 pieds, 30 mètres à 37 mètres, de diamètre qui sont les plus innombrables dans les forêts se prolongeant sur des centaines de milles dans l'arrière-pays jouxtant la mer. Les gens ont des goûts musicaux très poussés et sont à un degré remarquable versés dans les arts et sciences, particulièrement la géométrie et l'astronomie. Leurs villes sont équipées d'énormes palais de musique, où souvent pas moins de 25 000 voix vigoureuses de ce peuple de géants résonnent en avant dans des chœurs puissants exécutant des symphonies les plus sublimes. Nous supposons que les enfants ne suivent pas les institutions culturelles avant qu'ils n'aient atteint l'âge de 20 ans. Alors leur vie scolaire commence et continue pendant 30 ans, dont 10 sont uniformément consacrés par tous les deux sexes à l'étude de la musique. Leurs vocations principales sont l'architecture, l'agriculture, l'horticulture, l'élevage des troupeaux énormes de bétail et la construction de moyens de transport particuliers à ce pays, pour voyager sur la terre et sur l'eau. Par quelques dispositifs que je ne peux pas expliquer, ils gardent le contact entre eux, en restant en communion avec les parties les plus éloignées de leur pays, grâce à des liaisons atmosphériques. Tous les bâtiments sont érigés avec une considération spéciale privilégiant la force, la durée, la beauté et la symétrie et avec un style architectural qui attire souverainement l'œil de chacun que je n'ai jamais observé ailleurs. Environ les 3/4 de la surface intérieure est formée de terre et le dernier quart est formé d'eau. Il y a de nombreux fleuves de taille énorme, quelques-uns se dirigeant vers le nord et d'autres vers le sud. Certains de ces fleuves ont 30 milles de large et c'est en dehors de ces voies navigables énormes, aux extrémités du nord et du sud de la surface intérieure, dans des régions où des températures s'abaissent fortement, que les icebergs formés d'eau douce se constituent. Ils sont alors poussés au dehors dans la mer comme des langues énormes de glace, par des poussées brutales et hors normes d'eau turbulente qui, 2 fois chaque année, balaient tout devant eux. Nous avons vu d'innombrables spécimens d'oiseaux vivants, pas plus grands que ceux rencontrés dans les forêts de l'Europe ou l'Amérique. Il est bien connu que lors des quelques dernières années, toute une série d'espèces d'oiseaux ont quitté la Terre. Dans un article récent, un auteur révèle à ce sujet, presque chaque année on voit une extinction finale d'une ou plusieurs espèces d'oiseaux. De 14 variétés d'oiseaux, trouvées, il y a de cela un siècle, dans une île isolée, l'île des Antilles de Saint-Thomas, 8 variétés doivent maintenant être considérées comme manquantes. N'est-il pas possible que ces espèces disparues d'oiseaux quittent leur nid du monde extérieur, sans qu'ils puissent venir trouver un asile ailleurs que dans le monde intérieur? Que ce soit à l'intérieur des montagnes, ou le long du bord de mer, nous avons trouvé une vie abondante d'oiseaux. Quand ils étendent leurs grandes ailes, certains des oiseaux ont semblé mesurer 30 pieds de large, 9 mètres 14. Ils sont d'une grande variété et très colorés. On nous a permis de monter sur le bord d'une roche et d'examiner un nid d'œufs. Il y avait 5 œufs dans le nid, chacun avait au moins 2 pieds, 61 cm, dans la longueur et 15 pouces, 38 cm, de diamètre. Après être resté dans la ville de Haiti pendant environ une semaine, le professeur Galdea nous a conduits sur un îlot, où nous avons vu des milliers de tortues, le long du rivage sablonneux. J'hésite à révéler la taille de ces grandes créatures. Elles mesuraient de 25 à 30 pieds de long, de 7,60 m à 9,14 m, de 15 à 20 pieds de large, 4,57 m à 6,09 m, et bien 7 pieds, 2,13 m, dans la hauteur. Quand l'une d'entre elles a étiré son cou pour sortir sa tête, elle avait l'apparence affreuse de quelque monstre marin. Les conditions étranges du monde intérieur sont favorables non seulement aux prairies énormes d'herbes luxuriantes, les forêts d'arbres géants et toutes sortes de vie végétale, mais aussi à la merveilleuse vie animale. Un jour nous avons vu un grand troupeau d'éléphants. Il devait y avoir 500 de ces monstres tonitruants, avec leurs trompes ondulantes et toujours agitées.
Il déchirait d'énormes branches d'arbres et piétinait de petites pousses comme le ferait une brosse de noisetier. Il faisait en moyenne plus de 100 pieds, 30 mètres 48 de long et de 75 à 85 pieds, 22 mètres 86 à 25 mètres 90 de haut. Il me semblait, alors que je regardais ce merveilleux troupeau d'éléphants géants, que je me retrouvais de nouveau dans la bibliothèque municipale de Stockholm, où j'avais passé beaucoup de temps à étudier les merveilles de l'ère du Miocène. J'étais rempli d'un silencieux étonnement et mon père restait sans voix sous l'effet de la crainte. Il me saisit le bras en guise de soutien protecteur, comme si sa craintive appréhension allait nous rattraper. Nous étions comme deux atomes dans cette grande forêt et, heureusement, ce troupeau énorme d'éléphants ne nous a pas aperçus et ils ont dévié plus loin, en suivant un leader comme fait un troupeau de moutons. Ils ont brouté l'herbe jeune qu'ils ont rencontrée dans leur déplacement et ont secoué le firmament avec leurs mugissements profonds. De plus, il y avait un grand nombre d'éléphants dans l'île, et il y avait de quoi nourrir les animaux de toutes sortes. Aussi quelles que soient les choses parfumées qui existent sur la terre, soit des racines, ou de l'herbage, soit des bois, soit venant de la distillation des fleurs ou des fruits, tout cela a grandi et a prospéré sur cette terre. Il y a une brume légère qui monte de la terre chaque nuit et il pleut invariablement une fois chaque 24 heures. Cette grande humidité ainsi que la lumière et la chaleur électrique revivifiante entrent en ligne de compte, peut-être pour justifier la végétation luxuriante, tandis que l'air électrique fortement chargé et la régularité des conditions climatiques peuvent être grandement à l'origine de la croissance géante et la longévité de toute la vie animale. Par endroits le fond des vallées s'étendait loin sur de nombreux milles dans chaque direction. Le dieu qui fume, dans sa lumière blanche claire, regardait calmement en bas. Il y avait une condensation, en air électriquement surchargé qui chatouillait la joue aussi doucement qu'un fuyant chuchotement. La nature chantait une berceuse dans le murmure faible de vent dont le souffle était doux avec le parfum de bourgeons et de fleurs. Après avoir passé assurément plus d'un an en visitant de nombreuses villes du monde intérieur et beaucoup de pays intermédiaires et plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis l'époque où nous avions été embarqués dans le grand bateau d'exploration sur le fleuve, nous avons décidé, encore une fois, de tenter nos chances sur la mer et d'essayer de regagner la surface extérieure de la Terre. Nous avons fait connaître nos souhaits et ils ont été à contre-cœur, mais promptement suivis. Nos hôtes ont offert à mon père, dans sa demande, des cartes diverses montrant la surface intérieure entière de la Terre, ses villes, ses océans, ses mers, ses fleuves, ses golfes et ses baies. Ils ont aussi généreusement offert de nous donner des sacs de pépites d'or dont certaines d'entre elles étaient aussi grandes que l'œuf d'une oie, et que nous avions désiré emporter avec nous dans notre petite barque de pêche. En temps voulu nous sommes retournés à Géhu, où nous sommes restés un mois dans l'aménagement et la révision de notre petit sloop de pêche. Après que tout soit prêt, le même bateau NAS qui nous avait à l'origine découvert, nous a pris à bord et nous a conduits jusqu'à la bouche de la rivière Iddekel. Après que nos frères géants nous aient organisé l'appareillage de notre petite embarcation, ils ont cordialement manifesté leur grand regret pour la séparation et ont montré beaucoup de sollicitude pour notre sécurité. Mon père a juré par les dieux Odin et Thor qu'il retournerait sûrement de nouveau dans 1 année ou 2 et leur ferait une autre visite. Et ainsi nous leur avons fait nos adieux. Nous avons préparé et hissé notre voile, mais il y avait peu de brise. Nous avons bénéficié de ce calme pendant 1 heure après que nos amis géants nous aient quittés et aient amorcé leur voyage de retour. Les vents soufflaient constamment au sud, c'est-à-dire qu'ils soufflaient de l'ouverture nord de la Terre vers ce que nous savions être le sud, mais que, selon la pointe de l'aiguille de notre boussole, correspondait directement au nord. Pendant 3 jours nous avons essayé de naviguer et de nous battre contre le vent, mais en vain. Sur quoi mon père a dit : « Mon fils, retourner par le même itinéraire que nous sommes entrés est impossible à cette époque de l'année. Je me demande pourquoi nous n'y avons pas pensé auparavant. Nous sommes restés ici presque 2 années et demie, donc, c'est la saison où le soleil commence à briller par l'ouverture sud de la Terre. La longue nuit froide s'étend actuellement sur la région du Spitzberg. Que doit-on faire ? Ai-je demandé. Il y a seulement une chose que nous pouvons faire, a répondu mon père, et c'est d'aller vers le sud.
En conséquence, il a viré de bord l'embarcation, a cargué à fond les voiles et a pris le départ en suivant le nord de boussole, mais, en fait, en se dirigeant directement vers le sud. Le vent était fort et il nous semblait que nous fussions poussés par un courant qui nous emportait avec une rapidité remarquable dans la même direction. Après exactement 40 jours, nous sommes parvenus à Delphi, une ville que nous avions visitée en compagnie de nos guides Jules Galdéa et sa femme, près de la bouche du fleuve Géon. Nous nous y sommes arrêtés pendant 2 jours et avons reçu la meilleure hospitalité par les mêmes gens qui nous avaient accueillis lors de notre ancienne visite. Nous avons fait quelques provisions supplémentaires et avons de nouveau mis la voile, en suivant dûment le nord indiqué par l'aiguille. Dès notre arrivée à l'extérieur de la Terre, nous sommes passés au travers d'un canal étroit qui a semblé être un boyau séparant 2 contreforts considérables de terre. Il y avait une belle plage à notre droite et nous avons décidé de la reconnaître. Mouillant l'ancre, nous avons regagné la rive à pied pour nous reposer pendant un jour avant de continuer notre dangereuse expédition vers l'extérieur. Nous avons construit un feu, que nous avons alimenté de quelques bouts flottants de bois sec. Tandis que mon père marchait le long du rivage, j'ai préparé un repas apprécié avec les provisions apportées. Il y avait une lumière douce, que mon père attribua au soleil brillant dans l'ouverture du sud de la terre. Cette nuit nous avons dormi profondément et nous nous sommes éveillés le matin suivant tout régénérés comme si nous avions été dans nos propres lits à Stockholm. Après le petit déjeuner nous avons commencé à faire un tour pour découvrir l'intérieur de la région, mais nous n'étions pas partis loin, quand nous avons aperçu quelques oiseaux que nous avons reconnus immédiatement, comme appartenant à la famille de pingouins. Ce ne sont pas des oiseaux volants, mais des nageurs excellents et de taille énorme, avec une blanche poitrine, de courtes ailes, la tête noire et un long bec pointu. Ils atteignent facilement 9 pieds de haut, 2,73 m. Ils nous ont regardés un peu surpris et se sont peu de temps après, dandinés au lieu de marcher vers l'eau, et se sont éloignés à la nage dans la direction du nord. Les nuits ne sont jamais si sombres au pôle que dans d'autres régions, car la lune et les étoiles semblent posséder 2 fois plus de lumière et de brillance. De plus, il y a une lumière continue, et des nuances diverses, dont le jeu est parmi les phénomènes les plus étranges de la nature. Les événements qui sont arrivés pendant les 100 jours ou plus sont indescriptibles. Nous étions sur une mer ouverte et sans glace. Nous avons estimé être au mois de novembre ou de décembre et nous savions que le prétendu pôle antarctique était tourné vers le soleil. Donc, en quittant la lumière électrique interne du dieu qui fume et sa chaleur affable, nous devrions rencontrer la lumière et la chaleur du soleil extérieur, brillant par l'ouverture de sud de la Terre. Nous ne nous trompions pas. Le fait, qui donne le phénomène de l'aurore polaire la plus importante, consiste en ce que la Terre devient autolumineuse, cela, en plus de la lumière venant du corps central ainsi qu'il en est d'une planète, lui confère la capacité de supporter un processus approprié, qui lui est propre. Parfois, notre petite embarcation, conduite par le vent qui était continu et persistant, plongeait au travers des eaux comme une flèche. En effet, aurions-nous rencontré une roche cachée ou un obstacle, notre petit navire se serait fendu en 1000 morceaux. Enfin nous avions pris conscience que l'atmosphère devenait décidément plus froide, et quelques jours plus tard, les icebergs ont été aperçus loin à gauche. Mon père affirmait correctement que les vents qui gonflaient nos voiles venaient du climat chaud de l'intérieur. Ce temps de l'année était certainement le plus propice pour faire notre saut dans le monde extérieur, et essayer de faire courir à toute allure notre sloop de pêche par les canaux ouverts de la zone gelée qui entoure les régions polaires. Nous fûmes bientôt parmi les blocs de glace, et nous nous demandâmes comment notre petit bateau a pu passer les canaux étroits et a échappé à l'écrasement, je ne saurais le dire. La boussole a exécuté les mêmes mouvements désordonnés et fous, dans le passage sur la courbe du sud ou sur le bord de la carapace de la Terre, qu'elle avait montré lors de notre entrée par le nord. Elle tournoyait, et plongeait comme une chose possédée du démon. Le capitaine Sabine, dans son livre des voyages dans les régions arctiques, dit: la détermination géographique de la direction et l'intensité des forces magnétiques aux points différents de la surface de la Terre a été considérée comme un objet digne de recherche particulière.
pour examiner dans différentes régions du globe, la déviation, l'inclinaison et l'intensité de la force magnétique et les variations périodiques et séculaires de ces dernières ainsi que leurs relations mutuelles et leurs interdépendances. Seuls des observatoires, concernant l'étude du champ magnétique, devraient être dûment installés. Un jour, comme je regardais paresseusement les eaux claires, par-dessus le bord du sloop, mon père a crié, écueil par bloc, droit devant. En regardant vers l'avant, j'ai aperçu au travers d'une brume qui se dissipait, un objet blanc nous surplombant de plusieurs centaines de pieds de haut, coupant complètement notre avance. Nous avons descendu la voile immédiatement mais pas assez tôt. Quelques instants après, nous nous sommes trouvés coincés entre deux icebergs monstrueux. Chacun d'eux pressurait et raclait son énorme voisin de glace. Ils ressemblaient à deux dieux guerriers luttant pour la suprématie. Nous nous sommes alarmés sérieusement. En effet, nous étions en première ligne d'une bataille royale, le bruit tonitruant du grincement de la glace ressemblait à des tirs continus d'artillerie. Les blocs de glace plus grands qu'une maison étaient fréquemment soulevés de 100 pieds par la force puissante de la pression latérale, ils frissonnaient et se balançaient en avant et en arrière pendant quelques secondes, pour venir ensuite s'effondrer avec un hurlement assourdissant et disparaître dans l'écume des eaux. Ainsi, pendant plus de 2 heures, cette confrontation des géants de glace a continué. Il nous a semblé que c'était, pour nous, la fin. La pression de la glace était énorme et bien que nous n'ayons pas été coincés dans la partie dangereuse du goulot d'écrasement et que nous étions sauvés pour l'instant, cependant le soulèvement et l'arrachement des tonnes de glace qui se précipitaient ici et là dans les profondeurs aqueuses nous faisaient frissonner de peur. Finalement, à notre grande joie, le frottement des blocs de glace a cessé et après quelques heures, la grande masse de glace se divisa lentement, comme si la Providence avait agi, et directement avant nous s'étendait un chenal ouvert. Devons-nous nous aventurer avec notre petite embarcation dans cette ouverture? Si la pression apparaissait de nouveau, notre petit sloop, aussi bien que nous-mêmes, serait envoyé dans le néant. Nous avons décidé de saisir la chance et, en conséquence, nous avons hissé la voile à la faveur d'une brise favorable et nous sommes bientôt partis comme un cheval de course, affrontant ce chenal étroit inconnu d'eau libre. Fin de la partie 4. Agartha, voyage à l'intérieur de la Terre creuse, partie 5. Parmi les blocs de glace, pendant les 45 jours suivants, nous avons employé notre temps à esquiver des icebergs et à rechercher les passages formant un chenal. En effet, si nous n'avions pas été favorisés par un vent fort du sud et un petit bateau, je doute que cette histoire n'ait jamais pu être rapportée au monde. Enfin, un matin mon père me dit, « Mon fils, je pense que nous devrions voir notre maison. Nous sommes presque sortis de la glace. Vois l'eau libre s'étend devant nous. » Cependant, il y restait quelques icebergs qui flottaient au loin vers le nord dans l'eau libre, toujours par-devant de nous de chaque côté, s'étirant sur de nombreux milles. Directement devant nous et suivant la boussole, qui s'était maintenant redressée, plein nord, il y avait une haute mer. Quelle merveilleuse histoire nous devrons raconter aux gens de Stockholm, a continué mon père, tandis qu'un regard plein d'enthousiasme, bien excusable, illuminait son honnête visage. Et pense aux pépites d'or entassées dans la cale. J'ai adressé des mots aimables d'éloge à mon père, non seulement pour sa ténacité et son endurance, mais aussi pour son audacieux courage d'explorateur à la recherche de découvertes, et pour avoir entrepris ce voyage qui va maintenant avoir une fin couronnée de succès. Je lui étais aussi reconnaissant d'avoir amassé la provision d'or que nous ramenions à la maison. Tandis que nous nous félicitions sur l'abondance des vivres et de l'eau que nous avions encore à notre disposition et sur tous ces dangers auxquels nous avions échappé, nous avons été choqués par une explosion des plus terrifiantes, qui provenait de l'éclatement d'une montagne énorme de glace. C'était un grincement assourdissant comme le tir d'une douzaine de canons. Nous naviguions à ce moment-là à grande vitesse et nous sommes arrivés aux abords d'un iceberg monstrueux qui était selon toute apparence aussi immobile qu'une île rocailleuse. Il nous a semblé, cependant, que l'iceberg s'était fendu et cassé isolément, et l'équilibre du monstre, le long duquel nous naviguions, avait été compromis et il commençait à pencher dans notre direction. Mon père a rapidement pressenti le danger avant que je n'aie compris ces terribles éventualités.
L'iceberg se prolongeant de plusieurs centaines de pieds sous l'eau, a basculé, et la partie émergeant de l'eau, a attrapé notre sloop comme un levier sur son point d'appui et l'a projeté dans l'air comme si cela avait été un ballon de football. Notre bateau retomba sur l'iceberg, qui entre-temps avait tourné et nous présentait alors maintenant son sommet. Mon père était toujours dans le bateau prisonnier des cordages du gréement alors que moi j'avais été éjecté à près de 20 pieds, 6 mètres 1, de là. Je me suis rapidement remis sur pied et je criai à mon père, qui a répondu, « Ça va ». À ce moment même, une vision se présenta à mon esprit. Horreur sur horreur. Le sang s'est glacé dans mes veines. L'iceberg était toujours en mouvement et son énorme poids et la force de son retournement allaient causer temporairement son immersion. J'ai parfaitement réalisé quel tourbillon aspirant il allait produire dans l'élément liquide chaque côté de lui. Les eaux se précipiteraient dans la dépression dans toute leur fureur, comme des loups blancs impatients sur une proie humaine. Dans ce moment suprême d'angoisse mentale, je pense à jeter un coup d'œil à notre bateau, qui était couché sur son côté et je me demandais s'il pourrait éventuellement se redresser sur lui-même et si mon père allait pouvoir s'en sortir. Est-ce que c'était la fin de nos luttes et aventures? Était-ce la mort? Toutes ces questions furent projetées dans mon esprit en une fraction de seconde et un moment plus tard j'ai été confronté à une question de vie et de mort. Le lourd monolithe de glace a coulé au-dessous de la surface et les eaux glaciales ont bouillonné autour de moi dans une colère frénétique. J'étais dans une soucoupe, avec les eaux versantes de partout. Quelques instants plus tard j'ai perdu connaissance. Quand j'ai partiellement récupéré mes sens et que je me réveillai de mon évanouissement d'homme à demi noyé, je me suis trouvé humide, raide et presque gelé, étendu sur l'iceberg. Mais il n'y avait aucune trace de mon père ou de notre petit sloop de pêche. Le monstrueux iceberg s'était redressé et en s'équilibrant de nouveau, il avait soulevé sa tête peut-être de 50 pieds au-dessus des vagues. Au sommet de cette île de glace, s'étendait un plateau, mesurant peut-être une demi-acre. Environ 2500 mètres carrés. J'aimais bien mon père et j'y ai été frappé de chagrin au terrible fait de sa mort. Je m'insurgeais contre le destin, qui ne m'avait pas permis de m'endormir avec lui dans les profondeurs de l'océan. Finalement, je me suis remis sur mes pieds et j'ai regardé autour de moi. Le dôme couleur pourpre du ciel surplombait le vert océan sans borne et seulement un iceberg occasionnel était perceptible. Je sombrais cordialement dans le désespoir le plus profond. Je traversai prudemment l'iceberg pour rejoindre l'autre côté, espérant que notre sloop s'y était redressée. Ai-je osé penser que mon père vivait toujours? Ce n'était qu'une lueur d'espoir qui a jailli dans mon cœur. Mais l'attente faisait bouillir mon sang dans mes veines comme le ferait un stimulant rare passant par chaque fibre de mon corps. J'ai rampé jusqu'au côté abrupt de l'iceberg et j'ai regardé fixement loin vers le bas, espérant toujours. Alors j'ai fait le tour de l'iceberg, parcourant chaque parcelle de la piste et ainsi j'ai continué à tourner et tourner encore. Une partie de mon cerveau devenait certainement fêlée, tandis que l'autre partie, jusqu'à aujourd'hui, était parfaitement raisonnable. Je réalisais que j'avais fait le circuit une douzaine de fois et tandis qu'une partie de mon intelligence savait avec force raison qu'il n'y avait pas le moindre espoir, cependant une aberration fascinante, étrange et ensorcelée me contraignait toujours à la séduction de l'espérance. L'autre partie de mon cerveau a semblé me dire que tandis qu'il n'y avait aucune possibilité pour que mon père soit encore vivant, si je m'arrêtais d'exécuter le circuit, si je faisais une pause pendant un simple moment, ce serait là admettre la défaite et, devrais-je faire cela, je me sentirais devenir fou. Ainsi, heure après heure j'ai tourné et tourné autour de l'iceberg, craignant de m'arrêter pour me reposer, bien que physiquement impuissant de poursuivre plus longuement. Oh! Comble de l'horreur des horreurs? Être jeté loin dans cette large étendue d'eau, sans alimentation ou boisson et abandonné seulement sur ce trait d'iceberg comme irrémédiable lieu de séjour. Mon cœur m'avait laissé choir et tout éventuel espoir faisait place au désespoir le plus noir. Alors la main du Sauveur s'est étendue jusqu'à moi et le calme d'une solitude moribonde devenant rapidement insupportable a été soudainement violé par le signal du tir d'une arme à feu.
J'ai scruté les alentours, dans ma stupéfaction effrayée, et j'ai vu, à moins d'un demi-mille au loin, un navire de pêche à la baleine venant vers moi, plein voile. Évidemment mon remue-ménage incessant sur l'iceberg avait attiré leur attention. En s'approchant, ils mirent à l'eau une barque et, descendant prudemment au bord de l'eau, je fus sauvé et un peu plus tard, hissé à bord du baleinier. J'ai constaté que c'était le baleinier écossais, l'Arlington, qui avait quitté Dundee en septembre et avait mis le cap immédiatement pour l'Antarctique, à la recherche de baleines. Le capitaine, Angus Macpherson, semblait très affable, mais au sujet de la discipline, comme je l'ai assez tôt appris, il était inflexible. Quand j'ai essayé de lui dire que je venais de l'intérieur de la Terre, le capitaine et son second se sont regardés, ont dodoliné de la tête et ont insisté sur le fait que je devais être mis dans une couchette sous la surveillance stricte du médecin de bord. J'étais très faible par manque de nourriture et je n'avais pas dormi pendant beaucoup d'heures. Cependant, après le repos de quelques jours, je me suis levé un matin et me suis habillé sans demander la permission du médecin ou à quelqu'un d'autre et leur ai dit que j'étais aussi raisonnable que tout un chacun. Le capitaine m'a fait demander et m'a de nouveau interrogé au sujet de ma provenance et comment je suis arrivé à être seul sur un iceberg loin sur l'océan Antarctique. J'ai répondu que je venais de sortir de l'intérieur de la Terre et j'ai continué à lui dire comment mon père et moi-même étions entrés par le chemin du Spitzberg et comment nous en étions sortis par le chemin du pôle Antarctique, sur quoi j'ai été mis au fer. J'ai après entendu le capitaine dire à son second que j'étais aussi fou qu'un lièvre de Mars et que je devais rester emprisonné jusqu'à ce que je sois assez raisonnable pour donner un compte-rendu véridique de mon histoire. Finalement, après beaucoup de supplications et beaucoup de promesses, j'ai été libéré de mes fers. J'ai, dès lors, décidé d'inventer quelque histoire qui satisferait le capitaine et de ne jamais me référer encore à mon voyage dans la terre du Dieu qui fume, au moins avant que je ne sois sûr d'être parmi des amis. Une quinzaine de jours plus tard, on m'a permis de prendre place parmi les marins. Un peu plus tard, le capitaine m'a demandé une explication. Je lui ai dit que mon expérience avait été si horrible que je craignais que ma mémoire eût à en souffrir et je l'ai prié de remettre la question à plus tard, pendant encore quelque temps. Je pense que vous vous remettez considérablement, a-t-il dit, mais vous n'êtes pas encore assez remis de votre choc. Permettez-moi de faire le travail qu'il vous plaira de me commander, ai-je répondu, et s'il ne vous indemnise pas suffisamment, je vous payerai immédiatement à mon arrivée à Stockholm jusqu'au dernier penny. Ainsi la question est restée en suspens. En retrouvant finalement Stockholm, comme je l'ai déjà rapporté, j'ai constaté que ma bonne mère avait rejoint le monde de la félicité depuis plus d'une année auparavant. J'ai aussi dit comment, plus tard, la trahison d'un parent m'a placé dans une maison de fous, où je suis resté pendant 28 ans, des années apparemment éternelles, toujours plus tard, après ma sortie, comment j'ai retrouvé la vie d'un pêcheur, après cela assidûment pendant 27 ans, et comment je suis venu en Amérique et finalement à Los Angeles, en Californie. Mais tout cela ne peut être que d'un intérêt mineur pour le lecteur. En effet, il me semble que l'apogée de mes merveilleux voyages et de mes aventures étranges a été atteinte quand le voilier écossais m'a recueilli sur un iceberg sur l'océan Antarctique. Fin de la partie 5. Agartha, voyage à l'intérieur de la Terre creuse, partie 6. Conclusion. En concluant cette histoire de mes aventures, je veux déclarer que je crois fermement que la science est encore dans sa petite enfance concernant la cosmologie de la Terre. Il y a tant de choses non appréciées par la connaissance officielle du monde d'aujourd'hui et qui le resteront longtemps encore ainsi, tant que la terre du Dieu qui fume ne sera pas connue et reconnue par nos géographes. C'est la terre d'où sont venus les grands rondins de cèdre qui ont été trouvés par des explorateurs dans des eaux libres loin sur le bord de la croûte nordique de la Terre et aussi les corps des mammouths dont les os sont trouvés dans des lits énormes sur la côte sibérienne. Des explorateurs du Nord ont fait beaucoup pour cette reconnaissance. Sir John Franklin, Evan Grinnell, Sir John Murray, Kahn, Melville, Hall, Nansen, Schwatka, Greely, Peary, Ross, Gerlach, Bernacchi, André, Amsden, Amundsen et d'autres se sont tous efforcés de prendre d'assaut la citadelle gelée de mystère.
Je crois fermement qu'André et deux compagnons courageux, Strindberg et Frank Gael, qui ont navigué loin dans le ballon Hearn de la côte du nord-ouest du Spitzberg ce dimanche après-midi du 11 juillet 1897, sont maintenant à l'intérieur du monde et sont sans aucun doute bien considérés comme mon père et moi-même l'ont été par le bon peuple de géants peuplant le continent atlantique intérieur. Olaf Janssen fait ici allusion à la perte de l'équipage de ce ballon, hélas retrouvé le 6 août 1930 par le navire norvégien d'exploration le Bravag, sur l'île Blanche, à environ 200 km au nord-est du Spitzberg. L'équipage mal préparé était mort de froid, de dénutrition et de fatigue. Olaf Janssen décédé en 1908 ne pouvait connaître ce tragique épilogue de 1930. Ayant, humblement, consacré des années à étudier ce problème, je suis bien mis au courant des définitions acceptées sur la gravitation, et aussi bien sur la cause de l'attraction de l'aiguille magnétique, et je suis prêt à dire que je crois fermement que l'aiguille magnétique est influencée seulement par les courants électriques qui enveloppent complètement la Terre comme un vêtement et que ces courants électriques inclus dans un circuit infini passent par l'ouverture cylindrique sud de la Terre, puis se répandent par diffusion sur toute la surface extérieure et se précipitent follement dans leur course vers le pôle arctique. Et tandis que ces courants apparemment se précipitent dans l'espace à la courbe du bord de la Terre, ensuite ils se répandent de nouveau sur la surface intérieure et continuent leur voie vers le sud le long de l'intérieur de la croûte de la Terre, jusqu'à l'ouverture du prétendu pôle sud. M. Lundström a conclu qu'une décharge électrique que l'on pourrait seulement voir au moyen du spectroscope et qui aurait lieu à la surface du sol, tout autour de lui et à une certaine distance il apparaîtrait comme une faible lueur d'aurore, ces phénomènes de lumière pâle et flamboyante, qui a été vu, il y a quelque temps sur le sommet des montagnes du Spitzberg. Quant à la gravité, personne ne sait ce qu'elle est vraiment, parce qu'il n'a pas été décidé si c'est la pression atmosphérique qui cause que la pomme tombe, ou si, 150 000 au-dessous de la surface de la Terre, censément à moitié chemin de la croûte de la Terre, existe là quelque attraction d'aimant naturelle puissante qui attire cette pomme. Donc, le fait que cette dernière soit, quand elle se décroche de la branche de l'arbre, ou tirée ou poussée de haut en bas au plus proche du point de résistance, est inconnu aux étudiants de physique. Olaf Janssen n'a pas connu, évidemment, les théories d'Einstein sur la gravitation. Monsieur James Ross a prétendu avoir découvert le pôle magnétique à environ 74 degrés de latitude. C'est faux, le pôle magnétique est exactement à la moitié de la distance par rapport à la croûte de la Terre. Ainsi, si la croûte de la Terre est selon mon évaluation de 300 000 dans l'épaisseur, alors le pôle magnétique est sans aucun doute 150 000 au-dessous de la surface de la Terre, peu importe où la mesure est prise. Et à ce point particulier 150 000 au-dessous de la surface, la gravité cesse, devient neutralisée, et quand nous passons en plus ce point, vers la surface intérieure de la Terre, une attraction inverse augmente en progression géométrique lors des 150 autres milles qui conduisent vers l'intérieur de la Terre. Ainsi, si un trou pouvait être foré vers le bas de la croûte de la Terre à Londres, Paris, New York, Chicago ou Los Angeles, sur une distance de 300 000, il mettrait en relation les deux surfaces. Tandis que l'inertie et le poids d'un corps lâché par ce trou de la surface extérieure, le feraient dépasser de loin ce centre magnétique, encore, jusqu'à atteindre la surface intérieure de la Terre, il diminuerait graduellement sa vitesse, après avoir dépassé le point situé à mi-chemin, finalement s'arrêterait et retomberait immédiatement en arrière vers la surface extérieure et continuerait ainsi à osciller, comme le balancement soutenu d'un pendule, pour enfin se stabiliser sans bouger. Au centre magnétique, ou à ce point particulier exactement à la moitié de la distance entre la surface extérieure et la surface intérieure de la Terre. La giration de la Terre dans son tourbillonnement quotidien spiralé autour de son axe de rotation à la vitesse de plus de 1000 milles par heure, ou environ 17 milles par seconde en font un corps d'électroproduction énorme, une machine énorme, un prototype puissant à côté de la faible dynamo construite par les humains, qui, au mieux n'est qu'une pâle imitation de l'original de la nature. Les vallées de ce continent Atlantis intérieur, bordant les eaux supérieures du nord le plus éloigné sont dans la saison couvertes de fleurs les plus magnifiques et luxuriantes.
Pas seulement des centaines et des milliers, mais des millions d'acres, dont le pollen des fleurs sont transportés loin dans presque chaque direction par les gyrations en spirale de la Terre et l'agitation du vent résultant dans ces régions, et ce sont ces fleurs ou pollen en provenance de ces immenses zones florales de l'intérieur qui produisent les neiges colorées des régions arctiques qui ont ainsi subjugué les explorateurs du Grand Nord. Kahn dit, nous avons dépassé les falaises Crison de Sir John Ross en matinée du 5 août. On pouvait voir les étendues de neige rouge dont on tire leur nom, clairement à la distance de 10 milles de la côte. La Chambre, dans un compte-rendu de l'expédition en ballon d'André, dit, dans l'île d'Amsterdam la neige est teintée de rouge sur une distance considérable et les érudits en ont ramassé pour l'examiner au microscope. Cette neige présente, en fait, de certaines particularités, on pense qu'elle contient de très petites plantes. Scoreby, chasseur célèbre de baleines, avait déjà remarqué cela. Sans aucun doute, cette nouvelle terre de l'intérieur est la maison, le berceau, de la race humaine et en raison des découvertes que nous avons faites, il est nécessaire que cela puisse avoir des répercussions importantes sur toutes les théories antiques concernant les domaines physiques, paléontologiques, archéologiques, philologiques et mythologiques. La même idée de retour à la terre du mystère, au commencement même, et à l'origine de l'humanité, se trouve dans les traditions égyptiennes concernant les régions terrestres originelles des dieux, des héros et des hommes, issus des fragments historiques de Manetho, entièrement vérifiés par les comptes-rendus historiques trouvés dans les fouilles plus récentes de Pompéi aussi bien que les traditions des Indiens nord-américains. Il est maintenant 1h du matin, le nouvel an de 1908 est arrivé et après ces 3 jours, j'ai enfin fini le compte-rendu de mes voyages et aventures étranges que je souhaite offrir au monde, je suis prêt, et même impatient, de recevoir le repos paisible qui j'en suis sûr, fera suite au tracas et aux vicissitudes de mon existence. Je suis très âgé et endurci par des aventures et des chagrins, et cependant je garde la richesse du peu d'amis que je me suis consolidé dans ma lutte pour mener une vie juste et droite. Comme une histoire qui est presque racontée, ma vie arrive à son déclin. J'ai le fort pressentiment que je ne verrai pas un autre soleil se lever. Aussi je conclus ici mon message. Olaf Jansen. Agartha, Voyage à l'intérieur de la Terre creuse, partie 7. Postface de l'auteur. J'ai trouvé beaucoup de difficultés dans le déchiffrement et la rédaction des manuscrits d'Olaf Jansen. Cependant, j'ai pris la liberté de restructurer seulement très peu de ces expressions et en agissant ainsi cela n'a nullement changé l'esprit ou la signification de son message. D'autre part le texte original n'a ni reçu d'ajouts, ni subi de coupures. Je suis dans l'impossibilité d'exprimer mon avis quant à la valeur ou la fiabilité des merveilleuses déclarations faites par Olaf Jansen. La description ici donnée des pays étranges et les gens visités par lui, l'emplacement de villes, les noms et les directions de rivières et d'autres informations annexes, sont exactement conformes aux ébauches que ce vieux Scandinave m'a confié à garder, lesquels dessins accompagnés du manuscrit seront donnés à une prochaine date. Cela est mon intention, au Smithsonian Institute, afin de les préserver au bénéfice de ceux qui sont intéressés par les mystères de l'extrême Grand Nord. Le cercle glacé du silence. C'est certain qu'il y a beaucoup de choses dans la littérature védique, dans Joséphus, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, la première histoire de civilisation chinoise de Terrien de Lacouperie, des mythes astronomiques de Flammarion, les commencements de l'histoire de Lenormand, la théogonie d'Hésiod, les écritures de Sir John Mandeville, les histoires du passé de Sayce, pour en dire le minimum, qui sont étrangement en corrélation avec le texte apparemment incroyable, trouvé dans le manuscrit jaune du vieux Scandinave, Olaf Jansen et qui est livré, maintenant, pour la première fois au monde. Fin du voyage d'Olaf Jansen et de son père dans la Terre creuse. Si vous avez visionné les 6 épisodes de Olaf Jansen Aventure en Terre creuse, vous pouvez vous faire une certaine opinion sur la véracité de cette odyssée, qui est arrivée à Olaf et à son père. Il existe 2 autres récits qui corroborent l'existence d'entrées au pôle Nord et Sud, menant à la Terre creuse, 2 aventures vécues par l'amiral Richard Byrd et son radio, principalement pour la plus mystérieuse qui est celle du 19 février 1947, où il rencontra le maître des habitants de la Terre creuse.
Ses habitants ne sont pas les géants qu'Olaf et son père ont rencontrés en 1829 pendant 2 ans, mais une civilisation ultra évoluée, en avance sur la nôtre, de plusieurs milliers d'années. Il existe le carnet de bord de l'amiral, sur lequel est inscrit une grande partie du déroulement du vol, ainsi que les incidents qui se sont produits pendant celui-ci, avec relevé des heures et minutes. L'amiral relate que pendant son vol, il y eut une prise automatique des commandes, par une force inconnue avec prise en charge totale de son appareil. Soudain, sont apparus 2 disques volants, qui escortèrent l'appareil de l'amiral et de son radio jusqu'à son atterrissage en douceur, dans les profondeurs de la terre creuse. Lui seul a vu le maître de cette civilisation intraterrestre, avec qui il a eu une audience et une conversation, avec mise en garde à peine voilée, contre les nations de l'extérieur, qui depuis les explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, représentaient un danger mortel pour les intraterrestres. Puis, je vous parlerai aussi de l'opération AIJUP officiellement dénommée The United States Navy Antarctic Development Program, 1946-47 menée par l'amiral Richard Byrd en Antarctique. L'amiral Byrd, avec une véritable armada digne de ce nom, de navires, de sous-marins, de porte-avions, de 23 avions, de 4700 marins, qui sous le couvert d'une soi-disant mission scientifique en Antarctique, étaient sous le secret militaire, à la recherche de bases nazies installées pendant la guerre. Cette armada fut attaquée par des disques surgissant brusquement du dessous de l'océan avec des armes qui tiraient des rayons inconnus et qui détruisaient les avions, navires et en tuant plusieurs dizaines de marins. Ces disques avaient une vitesse fulgurante, qu'aucun appareil de notre civilisation était capable d'atteindre et pouvait se déplacer d'un pôle à l'autre en quelques minutes. Ce fut un terrible avertissement au monde extérieur. Cet événement dramatique fut classé top secret par le gouvernement et le président David Eisenhower. Il fut imposé, en tant que militaire, à l'amiral Byrd. L'ordre lui a été donné de se taire, par le président des États-Unis et par l'organisation Majestic 12. Unités mobilisées. Eastern Group Task Group 68-32. Capitaine George J. Dufek, USN, Commanding. Porte-hydravion USS Pine Island Capitaine Henry H. Caldwell, USN, Commanding. Destroyer USS Bronson Coopératif de développement régional HM Siècle. Gimbert, USN, Commanding. Pétrolier USS Canisteo Capitaine Edward K. Walker, USN, Commanding. Western Group Task Group 68-1. Capitaine Charles Abon, USN, Commanding. Porte-hydravion USS Currituck, AV7, Capitaine John E. Clark, USN, Commanding. Destroyer USS Anderson Capitaine CF. Bailey, USN, Commanding. Pétrolier USS Cacapon Capitaine RA. Mitchell, USN, Commanding. Central Group Task Group 68-2. RADM Richard H. Cruzen, USN, Commanding Officer. Navire de commandement USS Mount Olympus Capitaine RR. Mort, USN, Commanding. Attaque Cargo Ship USS Yancey Capitaine J.E. Cone, USN, Commanding. Attaque Cargo Ship USS Merrick Capitaine John J. Ourian, USN, Commanding. Sous-marin USS Seine Coopératif de développement régional Joseph B. Eisenhower, USN, Commanding. USS Burton Island, AG 88, Brise-Glace. Coopératif de développement régional Gerald L. Chom, USN, Commanding. USG Northwind, WAG 282, Brise-Glace. Capitaine Charles W. Thomas, USCG, Commanding. Carrier Group Task Group 68-4. RADM Richard E. Byrd Jr. USN, RET, Officer in Charge. Porte-avions USS Philippine Sea. Capitaine Delbert Siècle Cornwell, USN, Commanding.